pirate et fier de l'être. Radio Pirate. Radiopirate.com. Dans la grande... On a fait une ouverture du jeu. Le jeudi, l'ouverture sur le Prime est un peu moins longue que celle du reste de la semaine. On a fait une bonne heure pour commencer, mais on a touché beaucoup de sujets en une heure, mon ami Jerry. Mr. White est salué, les pirates qui se joignent à nous autres par le live. Donc, les pirates cheap, on vous aime. Welcome, vous êtes là. Donc, les Primes sont là avec nous autres aussi. Tout le monde est ensemble, la grande famille est réunie, toujours le fun. Puis en plus, on lance le week-end aujourd'hui en passant. Mais on a fait plusieurs sujets aujourd'hui. Regarde, on a mitraillé un peu partout. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées dans les 24 dernières heures. L'actualité est toujours bonne pour nous, même si on n'a fait plus le tour d'aucun média. Elle nous pète d'en face via X et via d'autres médias sociaux, donc tant mieux. Mais il y a beaucoup d'insignifiance. Il y a beaucoup d'insignifiance. Il y a beaucoup de choses un peu bizarres. Tu sais, je veux dire. Hier, de où ça vient, l'histoire de... On décide que vous n'êtes pas marié, mais qu'à partir de maintenant, vous êtes marié. Ça vient de où? Donc, j'imagine que beaucoup de notaires, beaucoup d'avocats sont contents. Ça va faire une bonne business pour eux autres. Donc, la chicane de plus, des honoraires de plus, donc on vient d'améliorer. Donc, le gouvernement rentre dans nos maisons maintenant. Le gouvernement dit, le couple dit, moi, je ne suis pas marié. Mais le gouvernement dit, oh, t'as-tu un enfant? Oh, oui, tu un enfant, t'es marié. Okay. Nous, on a décidé que t'étais marié. Tes REER, jusque pour l'instant, sont safe, là, mais on va travailler là-dessus dans les prochaines années. Mais pour l'instant, là, ta maison, ton char, c'est 50-50. Comme si, on parle d'adultes qui ont décidé ça. Ça, c'est le sujet du jour qu'on a parlé tantôt. Jerry, entre autres, sur le Prime, oui. On a parlé d'une tonne de sujets. Mais c'est l'insignifiance du Québec. Puis tu sais, tu dis, Christophe, il y a toujours bien assez d'histoires à s'occuper qui vont pas bien avant de commencer à rentrer dans les maisons et à décider le statut du monde. Tu sais, je veux dire, le contrôle du gouvernement, la présence, on le dit souvent, Jerry, toi et moi. Tu sais, dans les années 70-80, la différence, on était probablement plus pauvres qu'aujourd'hui, mais on vivait mieux, OK? Puis une des raisons pourquoi on vivait mieux puis on vivait plus heureux, c'est que, ouais, on était plus jeune, hein, c'est plus facile d'être heureux jeune, je comprends. En vieillissant, on voit plein d'affaires qu'on ne voyait pas jeunes, mais la vérité, c'est que même les personnes plus âgées avaient plus de plaisir à vivre qu'on a. Parce que le gouvernement n'était pas dans nos vies tout partout. On a-tu raison là-dessus? Le gouvernement est rendu tout partout, là. On demande le gouvernement. C'est-à-dire, oui. Avant ça, on ne les connaissait pas bien. On connaissait un peu le premier ministre, un peu le ministre des Finances. On connaissait... Mais bon, pourtant, moi, je viens d'une famille politisée, là, très politisée, là. Puis, mais aujourd'hui, c'est la politique mur à mur à tous les jours. Avant, il y avait un star system. Avant, on avait un star system, il y avait des chanteurs, il y avait des comédiens, il y avait des humoristes, il y avait pour le marché du Québec, là, qui est un marché petit de 6 millions de francophones, pour vrai, il y avait un genre de star system. OK? Je ne vous dis pas que ces gens-là vivaient tous dans des maisons de 15 millions de dollars, mais il y avait une forme de star system. Donc, on connaissait les 10 plus gros humoristes. Aujourd'hui, j'ai de la misère à vous nommer 3-4 humoristes. Là. Il y en a plein. Quand il y a des spectacles, pas des spectacles, mais des galas d'humoristes, il y en a plein. C'est rendu qu'il y a des monsieur-madame qui gagnent des prix d'humoristes. Donc, on les connaît pas. On les connaît pas. Les acteurs, on les connaît pas bien. Les chanteurs, on n'en connaît plus non plus. Donc, qui est devenu... Qui maintenant est dans le star system québécois? Ce sont les... politicos. Yes. Et quand t'es dans le star system et que t'es comme le soap quotidien des stars, les autres, ils se sentent bien importants et ils veulent que le show continue. C'est un soap quotidien. Tout est politique. Tout est devenu politique. Y a-t-il une nouvelle pas politique? À un moment donné, il y a de la politique regarde, dans donner un exemple de ça. Tout. Le gars de QS, Étienne Grandmont, OK? Le gars qui a remplacé la TUC, là. Pas drôle. Oui. C'est dans la région de Québec, il y a 2 communistes qui sont... C'est pas drôle. T'as Sol Zanetti puis le grand flamou à Étienne Grandmont qui sont députés. C'est pas drôle, là. T'sais, 2 purs communistes. Anyway. Lui,
il pète un câble hier. Il dit, je vais présenter de quoi à l'Assemblée nationale, là. Le Festival d'été de Québec, là, mettre les billets en vente, puis 5 minutes après, il n'y en a plus. Puis là, après ça se ramasse sur les réseaux de tickets plus chers, etc. Il dit, là, on va... Voyons, colif. Calme-toi les nerfs. Oui, moi, je trouve que c'est un beau succès. Si tu mets des billets en vente, puis toutes les 5 billets minutes après, il n'y en a plus, ben, ça va bien? Ben, mais le contraire. Le Festival d'été annonce des billets. Là, ils disent, tabarouette. 2 mois après, il n'y en a pas 50 de vendus. Oui, non. Voulez-vous des billets? On a à tonne, puis by the way, on va baisser le prix. Parce que là, mais c'est surtout pas de ses affaires. Mais c'est ça l'affaire. Parce que le Festival d'été, on peut critiquer la programmation, puis toutes les affaires. Mais en réalité, c'est dur à comprendre, là, mais en réalité, il y a une quantité limite de place. Parce que les plaines, à un moment donné, tu peux pas y bourrer 4 fois comme ils peuvent m'en prendre. Mais gars, je veux même pas là, moi. Non, mais... On s'en calisse. Moi, je veux même pas avoir l'explication de la place puis de si... je m'en calisse. Ah oui. Complètement. Regarde, il y a du monde qui veut avoir des billets, ils en ont eu. Puis il y a du monde qui n'a pas de billets, ils n'ont pas. Après ça, moi, tabarnak, moi. Ben moi, l'affaire, c'est que je m'en calisse, oui, mais dans le sens que je suis content, Christophe, c'est un succès, calisse, ça finit là. Ben moi, je suis même pas content. Moi, ça me fait rien. Tu sais, je veux dire, ça me donne à rien, moi. Que ça marche, que ça marche pas, qu'il y a du monde qui ont eu des tickets qu'ils n'ont eu pendant 10 ans puis qu'ils n'ont pas cette année. Puis je m'en tabarnak. OK, c'est une question de hasard. Complètement. On s'en calisse, là. C'est ça, pas de mes affaires. Moi, aller là, je me donne à rien. Je suis allé une couple de fois, j'aime pas ça, j'aime pas la place. Donc... Mais allez voir des spectacles dehors, c'est pas fait pour tout le monde. Non, c'est pas... C'est pas supposé d'être un sujet d'actualité qui finit dans les mains des politiciens. Lui, Grandmont, il veut quoi? Il veut réserver des badges de tickets pour le monde qui habite Québec. Je sais pas. Je m'en sac. Jerry, je m'en sac. Je m'en sac ce qu'il veut. Je veux juste pas qu'il s'en mêle. Regarde, juste hier, je pense que c'est hier, hein, c'est mercredi hier que Éric Duhem a présenté un genre de... C'est mardi. Puis on a eu le compte-rendu de ça mercredi. Cette semaine, Éric Duhem a présenté un sondage sur le troisième lien. Ouais. Regarde, si vous posez des questions, troisième lien, puis ce que tu veux, là, en ce moment, je juste vous dire une patente plate, là. Mais c'est qu'on a eu un budget il n'y a pas longtemps, là. Puis le gouvernement du Québec va probablement finir l'année fiscale qui s'en vient avec un déficit de 15 milliards. 15 000 millions de dollars. Dans le trou, là. Mais c'était pas... D'après moi, on n'a pas d'argent pour un train, un REM, une prolongation de métro, achat d'autobus électriques, un troisième lien. Tout ce que tu veux, là, il n'y a pas d'argent pour rien. On est dans la marde, là. On est crissement dans la marde. Bon, écoute, c'est leur bebelle, c'est leur parti politique. Ils ont pris de l'argent puis ils ont décidé de faire un sondage là-dessus. Regarde, c'est bien correct. Mais je trouve que le sujet est complètement off. Moi, c'est ma vision, c'est complètement off. On n'a plus d'argent pour ça. Et ils l'ont fait pareil. Puis ils ont présenté ça, puis sans grande surprise, les gens de Québec sont pour un troisième lien. Puis là, avec ce qui est arrivé à Baltimore, on a vu que c'est nécessaire d'avoir un plan. Peut-être pas pour là, mais on doit avoir un plan de construction d'un nouveau pont, parce que si ce qui arrive à Québec, si ça arrive de quoi? Par l'usure prématurée, ou il arrive une tempête, il y a un câble qui pète, ça. Bon, la région de Montréal est bien desservie. On en a parlé cette semaine. La région de Montréal est bien desservie. La région de Trois-Rivières est mal prise. La région de Québec est mal prise. La région de Saguenay est mal prise. OK? Ça, on le sait. Le reste, là, c'est toutes des liaisons avec des bateaux. Ça, c'est une autre histoire. C'est une gestion de bateaux bien compliquée, ça. Mais ça, on peut le planifier parce qu'on ne sera pas en déficit pour le reste de l'éternité, j'imagine, j'espère. Mais je veux dire, le troisième lien, le projet comme on le connaît, là, ça se peut que pour l'instant, c'est peut-être pas ça qui prime. Là. Je veux dire, c'est de prévoir, parce que ça peut arriver, mais là, je pense qu'en ce moment, on a eu une douche d'eau froide. Le budget, c'est une douche d'eau froide. Mais là, Étienne Grandmont arrive. Le même communiste de QS. Étienne Grandmont arrive. Et Étienne Grandmont dit c'est ça, là. Il y a une passe, là. Allez demander au monde, là, ce qu'ils pensent du troisième lien, là.
là, on commence à... Ça les dérange bien gros, ça. Ça, là, aller demander au monde ce qu'ils veulent, ça les dérange. Je ne sais pas pourquoi ça les dérange, même. Je ne le sais pas pantoute. Il dit, sondage du PCQ sur le 3e lien, petite mise au point s'impose. Je ne remets pas en cause la crédibilité de la firme Léger dans ses sondages. Ben non. Non. Mais bien le choix du PCQ de reprendre mot pour mot certaines énoncées de la consultation biaisée sur la mobilité lancée par le gouvernement de la CAQ. Peu importe les tentatives de le ressusciter, le 3e lien doit rester là où il est depuis le 20 avril 2023, au cimetière des mauvais projets. Enlevez l'histoire du budget que je viens de vous dire, parce qu'il faut le dire, l'histoire du budget. On n'a pas le choix. C'est plate, mais c'est ça, OK? C'est plate. En ce moment, on n'a pas une scène s'acheter à la presse. C'est ça qu'on disait dans le temps? Oui. Le gars, il est trop pauvre, il n'y a pas 25 cents s'acheter à la presse. C'est ça qu'on disait? Ouais. La beauté d'aujourd'hui, c'est que la presse peut l'acheter pour 0 cents. Avoir rien. Donc, dans le temps, elle valait 25 cents. La presse, aujourd'hui, ça vaut rien. Regardez ce qui est écrit dedans. Là. Ça vaut absolument rien. Mais, grand monde, là, enlevons l'histoire du budget. Des gens conservateurs, des gens qui savent compter, savent très bien qu'en ce moment, il n'y a aucun gros budget qui pourrait être accordé pour n'importe quel gros projet, incluant l'anneau du stade en passant. Là. On n'a pas d'argent. On n'a aucune scène en ce moment. Là. On est pauvre. Là. Mais enlevez ça. OK? Enlevez cette parenthèse-là qui est très importante. Puis allons-y juste sur le fait de la patente. Ce que le gars dit, là, parce que le gars, il fait de la politique. Le gars, il veut gérer billets du Festival d'été de Québec. Puis après ça, sur l'autre sujet, il dit, il veut montrer qu'il s'occupe du monde. Mais là, vu que c'est pas sa bebelle, le 3e lien, puis que lui, il veut un sacrement de train, ben là, même si le sondage nous montre que le monde veut pas avoir le tramway, puis ils veulent avoir à tout prix le pont, là, nous autres, à QS, là, le monde, on s'en calisse. OK? Le projet de pont, là, entre Lévis et le centre-ville de Québec, on va le laisser au cimetière, puis c'est là qu'il appartient. Puis que le monde en veuille, on s'en sac. Ça, il commence à avoir beaucoup d'affaires de même tout le temps dans la politique, là. Ça, on entend ça, là. On entend ça au PQ aussi. Le PQ qui veut questionner le monde sur le pays, mais que quand c'est des affaires qu'ils veulent pas, on n'est pas très, très, très à l'aise avec ça, là. Le pays. Oui, c'est le pays. Ah, c'est le pays. Quelle couleur le pays? Quelle couleur le pays? Ça, le pays, il faut demander au monde, là. Ça, le monde, c'est important, il faut demander au monde. Oui. Mais quand c'est des affaires que nous autres, on n'aime pas, ça, nous autres, des ponts, on n'aime pas ça. Puis demander des affaires de même au monde, ben, tu sais, des fois dans la vie, il faut dire non, hein, puis il faut faire des affaires que le monde ne comprenne pas, puis il faut le faire. Ah oui? Ah, regardons. Mais c'est le même que les politicos sont. Des fois, ils s'échappent, ils le disent publiquement. Ils se crissent de vous autres, c'est ça que je veux vous dire. OK? Mais au-delà de se crisser de vous autres, moi, c'est l'insignifiance. Moi, c'est l'insignifiance de la patente. Est-ce que tu as pogné, Jerry, l'entrée, je sais pas, là, je sais pas ce qui était, je sais pas ce qui s'en allait, mais le fameux premier ministre, il était à la place où on le voyait arriver à 1h lors des conférences. Tu t'appelles les conférences? À 1h? Ben oui. On attendait ça avec impatience. Là. Il y a du monde que c'était comme une religion. Puis là, il se faisait attendre. Il arrivait vers 1h02. Ouais. Puis là, on le voyait rentrer. Puis il y avait des gardes de sécurité. Puis on le voyait passer dans un genre de couloir. Puis là, les journalistes étaient là. Monsieur le premier ministre, monsieur avec les masques. Hein? Oui, les masques. En passant, c'est l'anniversaire aujourd'hui de... Est-ce que vous êtes au courant que c'est l'anniversaire des respirateurs? OK. Il y en a... Okay. Ben oui, ben en mars 2020, c'est la semaine des respirateurs. Okay. C'est... on a... Dans le monde, c'est des milliards de dollars qui ont été investis pour fabriquer des respirateurs mécaniques pour sauver le monde de la COVID. Des entreprises fermées ont rouvert. Il y avait des entreprises qui ont enlevé leur chaîne de montage régulière de ce qu'ils faisaient et ils ont fait des respirateurs mécaniques parce qu'on avait besoin. Parce que quelqu'un, quelque part, la science nous avait dit
Hey, ça prend ça, le seul moyen. On va manquer de respirateurs mécaniques. Puis si jamais les gens pognent la COVID, s'ils n'ont pas de respirateur mécanique, ils vont mourir. On a fait des respirateurs. Là, c'était la mode des respirateurs mécaniques. Au Canada, des grosses entreprises ont fait des respirateurs mécaniques. Ça venait cher, du respirateur mécanique. C'était pas comme un fan, là. C'est pas une affaire à 159 $. Là. C'est des milliers de dollars par respirateur mécanique. Là. On les a produits, on les a payés à coût de milliards à travers les États-Unis, le Canada, le Québec. Ah oui, ça prend des respirateurs mécaniques. Juste vous dire que c'est l'anniversaire des respirateurs mécaniques. Et que les respirateurs mécaniques, on leur souhaite bon anniversaire, sont toujours dans le boîte. Les boîtes. On s'est jamais servi des sacrements de respirateurs mécaniques. Finalement, quelques semaines après que ça a commencé à rentrer, on s'est dit « Ouais, finalement, respirateur mécanique, c'est pas bon. » C'était-tu n'importe quoi, tu penses? C'était n'importe quoi. Tout a été... C'était la semaine, ça ne parlait que de ça. Est-ce qu'on va manquer de respirateurs? Allez fouiller dans Google. Allez fouiller, vous allez rire. Vous allez dire « Mais voyons donc, c'était quoi cette folie-là? » Les journalistes, nous, on se fie à la science, puis on a les experts, puis là, ils nous disent les respirateurs mécaniques. On va en manquer. On n'a jamais. Il y a des entrepôts pleins au Québec et au Canada, remplis de respirateurs mécaniques qui sont dans des boîtes neuves qui n'ont jamais servi. Des entrepôts complets. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Il n'y a rien à faire avec ça. À crisser aux poubelles. Oui, mais Christophe, faut qu'ils détruisent ça en 4 Ils vont le détruire, comme ils ont détruit des millions de masques en passant, qu'ils ont achetés par des millions de dollars. Finalement, ils sont arrivés de la Chine, il y avait de quoi dedans de pas correct, puis ils ont sacré ça dans un incinérateur. L'argent avec en passant. On s'ils avaient payé des millions de dollars. On a pris les masques, on les a sacrés dans un incinérateur. C'est incroyable. Ouais, mais c'est des spécialistes. Faut les suivre. Faut suivre ce qu'ils nous disent de faire, parce qu'eux, ils savent. C'est incroyable. Mais imaginez-vous qu'on a écouté ce gars-là. Puis, je pense qu'on a affaire. Tu sais, on a eu des premiers ministres un peu ordinaires. Tu sais, j'écoute Jean Charest dans ses dernières sorties publiques. Puis je me dis, tu sais, j'ai déjà pensé que Jean Charest n'était pas pire. J'ai jamais voté pour lui, mais je pensais que je me disais, c'est un gars qui n'est pas livré, mais c'est un gars qui avait... Il y avait quelque chose. Mais finalement, plus tu l'écoutes aujourd'hui, plus tu dis, on l'a entendu au funérailles de Bourassa, il a passé des messages. Il a passé des messages à Poilier. Il était comme insulté de sa défaite. Là. Il a profité d'un mort dans une boîte de bois en avant pour passer des messages. C'est bien ordinaire. Mais je vous dirais que de toute la gang, on n'a jamais été aussi bas que ça. Là. Quand on parle d'insignifiance, c'est incroyable. Écoutez son entrée hier dans le même corridor. Dans le même corridor qu'on le voyait arriver, là, à 1h. Même corridor. Vous vous rappelez le corridor avec des genres de fenêtres et le drapeau du Québec, là? Donc, hier, il était dans ce corridor-là. Il s'ennuie. Le corridor où tout le monde l'aimait. Tout le monde c'était le dieu, là. Donc, voici quelques journalistes qui posent des questions au PM du Québec hier. M. Legault, les oppositions vous accusent ce matin de ne pas avoir respecté votre engagement de réduire la taille de l'État. D'abord, je souhaite une bonne journée. Le Canadien a gagné contre l'Avalanche Colorado. C'est quand même pas rien. J'ai vu traîner des émissions, M. Legault. Sérieux. Le Canadien a gagné. Une assiette avec des carottes dedans, des cocombes coupées, du chou-fleur, des petites tomates cerises. Puis, il manque de quoi? C'est... des chou-fleurs. Il n'y avait pas de céleri? Ouais, un céleri coupé. C'est 45 $. C'est ça. Puis toi, tu me parles de la victoire du Canadien contre le Colorado. C'est ça. Le monde fait en fil. Bouchée généreuse. Là. Non, on n'a jamais entendu quelque chose d'aussi insignifiant. C'est épouvantable. Le monde a un stress à chaque fin de mois. Là. C'est épouvantable. Tu sais, des fois, tu dis, comment les Québécois peuvent être assez caves pour passer de la CAQ au PQ, qui sont la même chose en passant. CAQ égale PQ, PQ égale CAQ. Puis l'autre, t'as Calimero, là. Là, tu dis, ils sont en amour avec Calimero. Le gars, on dirait Déméthane. Il est toujours sur le bord de pleurer. Oui. T'appelles-tu de Déméthane? Okay, Déméthane, c'est la grenouille, sa petite grenouille. C'est la grenouille, on dirait Déméthane. Il est toujours sur le bord de Mais le Québec est en récession.
C'est vrai que le Tu te ministre... demandes, tu te dis, pourquoi les Québécois sont prêts à voter pour Desmétanes? C'est parce que le gars, il est très... Le gars qui est là, c'est affreux, là. C'est un gouvernement affreux. C'est un gouvernement affreux. Et Éric Girard dit non, on n'est pas en récession. Oui, c'est ça. Les chiffres sont tous là, est en récession. C'est marqué Oui, là. c'est ça, ils sont en Il y a récession. 3 trimestres négatifs, là. Ben, être en récession ou pas en récession, c'est pas juste une question de le dire. Là. Tu sais, c'est dire, non, on n'est pas en récession. Oui, C'est pas- moi, je c'est pense pas qu'on est même pas ça mal en marche. récession. C'est pas même ça marche, Chris. C'est les chiffres qui parlent. On est en récession. Girard dit non. Oh non. Ouais, mais il n'y a pas démissionné encore, lui, d'ailleurs. Quand même un peu, C'est pas ça un qu'elle peu est partie. surprenant. Ouais, on pensait qu'elle est pas. Ben, c'est un gars qui s'est trompé dans son déficit de... Il s'est trompé en 4 mois ou en 3 mois de 7 milliards. 7 milliards. Non, mais c'est quelque chose pareil. Ouais, D'après moi, j'oublie mon père était prof de maths. Il faisait, dans une journée, là, il y avait toutes sortes de groupes. Il y avait des maths fortes, il y avait les maths ordinaires, il y avait les maths faibles, puis il y avait même un cours de professionnels longs. Les professionnels longs qu'il y avait, c'était des gars de construction. Il dit, mes meilleurs, là, c'est eux autres. Eux autres, il dit, c'est mes meilleurs. Eux autres, ils voient clair des affaires parce que, tu sais, quand t'es en construction, il y a des chiffres qu'il faut que tu comprennes. D'après moi, un gars qui a fait son cours de maths professionnel long peut pas se tromper de même. Le gars, lui, moi, j'arrive de la Banque nationale, j'ai une réputation, Oui. j'ai un CV, je suis un gars, dans le fond, je suis un conservateur. Le gars, il s'est trompé de 7 milliards de dollars. Et un peu, c'est pas fini. L'année commence. Marceau, dans le temps, le péquiste, il n'avait échappé un quelque part. Puis le monde, il disait, il est où le milliard? Il savait pas trop. Je savais pas trop. Attention, Oui, cette il l'a oublié, histoire-là, lui. Ah oui, je m'en rappelle. Tabarnache. Gilles Parent est next sur Radio Pirate Live et Prime ce jeudi. On est stand-by pour lancer le week-end avec l'aubergiste. Il est jamais bien loin. Le jeudi, il a tellement hâte. Il a déjà que c'est réchauffé le mercredi soir pour être sûr d'être le party un peu. Donc, il a hâte de vous lancer le week-end dans les prochaines minutes. On revient. Radio Pirate. It's exactly what they need. Radiopirate.com. Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. De retour des Bahamas, où il a fait une vie de richissime. Avec Taylor Swift, même semaine. Elle était là avec, oui. avec le gros, qui a pris un peu de poids, pareil. Oui, ça a l'air que c'est un peu comme au Mexique. À l'âge de 14 ans, ils apprennent à faire les fajitas, puis à 17, ils commencent à manger. Oui, c'est ça. Exact. Mais lui, quand il est dans une pause comme ça, on peut comprendre, parce que les gars, il n'arrivera pas de même à l'automne. C'est comme il a dit à son frère dans le podcast, il a dit, écoute, on est au mois de mars, là, en voulant dire, tu dois avoir un mois de où est-ce que je peux me manger ce que je veux, puis... Ah oui, elle, regarde, elle était au complexe que moi, je ne connaissais pas, mais Tiger Woods puis Justin Timberlake, je cherche le nom parce que je veux le dire, mais en tout cas, c'est au Bahamas, c'est un club privé. Tu n'as pas le droit d'être là. Avec la marina et tout. Là. Ah, c'est beau, en tabarouette. C'est là où Tiger Woods fait son tournoi de golf au mois de novembre. Parce que Tiger a une villa là. Quand Tiger part de chez eux, lui, Tiger est à Jupiter Island. Mm-hmm. Donc, son bateau est dans la Indian River. Et là, il sort par entre Hutchison Island, puis il s'en va direct au Bahamas en bateau. C'est ce qu'il a fait la semaine passée pour la réunion avec les gars de Live Golf. Donc, lui, il y a une villa là. Puis je pense que Justin Rose, le joueur de golf, Justin Timberlake, il y a une couple. C'est tous des gars riches là, qui sont là. Ah oui. Mais je me rappelle le nom là, de la place, là, je l'ai dans la tête. C'est un nom court. C'est pas Atlantis, mais c'est un nom comme ça. Là, un seul nom, très facile à trouver. C'est-tu Abaco? Comment? Abaco? Ouais, je pense que oui. Je pense que c'est ça. Si tu fais Bahamas, club privé, Tiger Woods, ça va. Bon, moi, ça ne sera pas ça, mais vite de même. Mais c'est pas grave. Là où je veux te faire rire un peu, c'est que chauffeur de taxi, on a dit, c'est vrai que là, ça se parlait, tu sais, à l'hôtel où on était, le patin. Oui, il dit, regarde, je vais vous dire exactement. C'était tellement drôle, le gars, il arrête son char sur le bord du chemin. Je vais vous expliquer ça, moi. Donc, vas-y. Fait qu'il dit, Taylor Swift est arrivé en bateau privé, Jeff, mais elle ne s'est pas rendue sur le bord. C'est Albany, excuse-moi, c'est Albany. Albany, C'est parfait. Albany.
En fait, c'est ça. C'est un complexe ça ressemble à quelque chose comme s'il y avait une mini-mer intérieure qui est un... Oui, c'est ça, c'est pour les gros bateaux. Là. Ils font un genre de petite baie protégée bateau. Oui, port de plaisance. Puis autour, il y a plein d'édifices pas très hauts, mais immensément riches. Donc, notre gars de taxi, lui, il savait tout, Jeff. Tu sais, le gars de taxi, ça c'est tout. Oui, mais quand tu veux savoir le pouls de quelque part, c'est pas fou de prendre des taxis, poser la question. Si tu veux faire un tour de piste quand tu vas... Moi, à Charles de Gaulle, quand je sors à Paris, puis le président, quel emmerdeur, là, ça part, puis il compte toute la merde qui se passe dans... C'est toujours bon. Mais lui, le gars, il dit, moi, vous dire comment ça marche, il se tasse sur le bord du chemin, lui, pas capable de conduire avec son téléphone. Il te raconte l'histoire, il se tourne, le compteur continue, puis il raconte l'histoire. Il n'y a pas de problème, on va me raconter ça. Là, Martin Desricoux est avec moi, il dit, fais ça vite, là, hurry up! On a tous des gratteux de Redville dans notre tête, quelque part. Ben oui. Le gars, dans le fond, ce qu'il nous a dit, c'est tout à fait plausible. C'est impossible pour elle, particulièrement. Peu importe qu'on l'aime ou on ne l'aime pas, elle ne peut pas passer inaperçue nulle part sur la planète. Non. Le Swift, c'est trop gros. Là. Alors, elle arrive en bateau, puis le bateau, un peu comme, comment je te dirais, comme les avions qui, quand il n'y a plus de place dans les terminaux, ils arrêtent à quelque part, puis les autobus viennent te chercher, tu comprends? Même principe. Il dit, elle est arrivée avec un bateau privé, ils l'ont laissé assez loin, pas assez loin, on se comprend que c'était pas à 15 km, là, mais pas près de la rive, tu comprends? T'es arrivé là, l'hélicoptère privé, ils l'ont pick-upé, puis bang, bang, direct là-bas. Fait qu'elle, dans le fond, est arrivée directement à Albany. C'est tout à fait logique, en tout cas. Ben oui. C'est super drôle. Non, j'ai vu des photos, là. J'ai vu des photos. Les paparazzi réussissent toujours à pogner ce monde-là. Là. J'ai vu dans l'eau avec le grand, puis tout. En même temps, là-dessus, sur le fait que tout le monde la traque, elle ne peut rien faire. Mais moi, je ne serais pas capable d'être son chum, là, sérieux. Là. Ça te prend un tempérament. Ça te prend faut que tu aimes ça. Faut que tu aimes être vu. Faut que tu aimes être... mais Jeff, est-ce qu'ils sont tant que ça ensemble tout le temps? Peut-être lui a tellement sa vie à lui, en dehors de ce qu'elle fait, très occupé, famous lui-même. Peut-être, je ne sais pas, là, je ne suis pas là. Peut-être que ça s'équilibre, mais en même temps, c'est sûr que lui, dans le fond, sa blonde est immensément, en fait, apprécié, désiré par bien des gars. En même temps, je comprends que, bon, c'est pas qu'ils vont lui sauter dessus, mais le regard des gens, il y a plein de regards de plein de types. Ben là, il est en Australie. Quand il a fini la saison, il est allé faire la parade à Kansas City, puis tout de suite, quand la parade a fini, il a flyé en jet privé en Australie. Il a fait tout le reste de la tournée en Australie avec elle. Là, quand ils ont arrêté, c'est ça, ils sont venus. Ils ont passé par la Floride, de ce que je comprends. Ils sont partis en bateau de la Floride vers... on a toute l'histoire. Là. Tout le monde suit. Parce qu'il y a des gens qui suivent... Sur Twitter, il y a des gens qui suivent les bateaux, les avions privés, les affaires de même. Donc, tout le monde sait tout. Puis là, il dit... Parce qu'elle s'en va en tournée en Europe cet été. Je pense qu'elle fait Rome. Sa tournée n'arrête pas. C'est juste... Il va par région ou par continent. C'est ça. Puis il dit qu'il va passer l'été... Puis il faut qu'il fasse attention parce qu'à travers ça, des fois, les camps d'entraînement, il y a comme un genre de camp d'entraînement de printemps. Les gars, faut qu'ils reviennent. Mais tu sais, il a l'air... Écoute, la rumeur qu'on a entendue, moi, j'avais dit à Jerry, j'ai dit, je ne surprendrais pas qu'elle ait dû pour avoir des enfants. On verra dans 20 ans, ça va être encore lui, mais elle la cloque sonne. Puis ça a été sorti, là, je ne sais pas dans quel podcast, ça a l'air que ça parle d'enfants, là. Ça parle de famille. Là. C'est d'implant. Quand c'est d'implant de façon commune, des deux dans le couple, ça va mieux. Souvent, c'est plus agréable. Mais c'est vrai qu'une question de timing. Elle ne peut pas faire abstraction de son horaire et des engagements qu'elle a. Mais après ça, probablement qu'on risque de voir à la fin de cette tournée-là une période prévue de relaxation. Puis en même temps, c'est sûr. J'ouvre une parenthèse. Ma fille est allée voir à Montréal Olivia Rodrigo. OK? Ouais, c'est probablement ce qu'il y a de plus proche. Écoute, elle, c'est un début de carrière. Ça fait 3, 4 ans, 5 ans qu'elle est très hot. Là. Smash Impact au départ, là. Bang. Oui, elle, c'est... Puis ma fille a capoté bien raide. Puis j'ai vu la critique dans les journaux. Il n'y a pas bien de critiques de spectacle maintenant. Beaucoup moins. Il n'y a plus de monde. Beaucoup moins qu'avant. C'est ça, exact. Puis il y en a eu un dans la presse. Puis ils appellent ça du pop-punk. Moi, il y a des tunes d'elle que je connais, là, puis je trouve qu'elle est bonne, puis elle a comme deux styles. Un style très... C'est l'enfer. Elle a une vraie... Tu sais, on compare tout le temps à Céline, mais on se dit, quand tu vois des voix puissantes comme ça, tu te dis, OK, c'est autre chose. Ben, moi, je dois dire que, écoute, il y a des vidéos vues, là, les chiffres, c'est 575 millions. C'est le plus proche de ce qu'on a de Taylor Swift. Elle est plus jeune un peu. Oh oui. Si son prochain album est aussi gros que ce qu'elle a fait depuis le début, je pense qu'elle va atteindre le niveau de Taylor Swift. On l'a devant nous autres, celle qui est capable
Écoute, celle qui peut Taylor le Swift a plus faire. besoin là. de se chauffer. Là, Non, mais le potentiel, Jeff, moi, je pense exactement comme toi. Je suis tellement. Écoute, j'avoue, là, je l'ai déjà parlé, puis je pense que ça en parle aussi souvent de la musique, puis je suis content, d'une certaine façon, d'avoir un enfant à 42 ans, parce que ça m'a gardé dans le monde de la musique que j'ai toujours aimé. Puis c'est même pas pour donner un show, je suis dans ma vie tout seul. Là. J'ai jamais été. Moins ces panneaux d'autobus que maintenant, puis j'adore ça, mais on parle musique chez nous, j'ai des haut-parleurs dans chaque pièce de la maison. C'est super important. Puis quand Elliot, mon plus jeune, me dit, papa, puis mon fils Charles tripe sa musique, on tripe toute sa musique. Quand il m'a parlé d'Olivia Rodrigo, son dernier album, quand il est arrivé cette année, il dit, écoute ça. Puis là, j'ai dit, tabarouette. Puis j'ai dit, ce qui m'impressionne, c'est qu'il est auteur, compositeur, interprète. Oui, puis elle a comme deux styles. Elle a un style plus balade, plus pop. Un peu dans elle a un style plus rock. Là. Puis là, elle embrasse de plus en plus ce style-là. Puis c'est bon. Elle est quasiment en train de sauver le rock. Là. Olivia Rodrigo est quasiment une qui va peut-être sauver le rock. C'est bizarre. Hein? Puis je l'ai entendu une couple de fois en entrevue, mettons, à It's One, elle va faire un tour. Ben, évidemment, un peu de promo, mais maintenant, aujourd'hui, avec des grosses stations comme ça qui rejoignent 1,5 million, t'as besoin de faire 100 000 radios. T'es d'accord? T'en fais une coupe majeure, puis c'est repris partout. Puis je l'ai trouvé immensément calme. Mais de son âge, j'ai pas eu l'impression que c'est une fille qui voulait avoir l'air de 45 ans, puis en même temps pas une énervée de 12 ans. De toute façon, mais elle reste jeune, dynamique. Elle répondait de façon impromptue, souriante, éclatée. J'ai adoré ça. Les deux shows du Centre Bell, parce que c'était 2 soirs de suite. Ça date assez plein. Hein? Rempli bien raide. Le son, tu sais, des fois, tu es un peu déçu. Le son est un peu étouffé un peu parce qu'il y a beaucoup de monde. Ouais. L'acoustique des nouvelles salles, paraîtrait qu'il y avait du son là. C'était l'enfer. Décibels, probablement aux alentours de 125, 130. Elle a fait tout un show. Donc, moi, je pense que on voit la carrière de Taylor Swift. On se dit, tabarnache, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un artiste grosse de même. Ça se peut que pas loin en arrière, on en a déjà une qui va venir cogner à la porte. Là. Elle est à quoi, à peu près, comparé à Taylor, qui est à 3, 4, 500 par billet? Es-tu moins cher que ça, Olivia? Ça, je sais pas. Je sais pas combien ma fille a payé. Faudrait que j'y demande. Là, je dirais moitié prix, à mon avis, ça doit être 200, au moins 200, d'après moi. Ouais, à peu près ça, 200, 250, dépendamment des... Ma fille était comme un peu plus haut, là. Je voyais les images qu'elle nous envoyait, mais... mais en même temps, avec les écrans géants, es-tu d'accord que... c'est comme aller au football, là, les stades à 100 000 personnes, t'es d'accord que t'es rarement prêt à toucher au gilet du joueur, là. Non, c'est ça. Puis tu vois très bien, peu importe où t'es, là. Regarde. Mais vous êtes patineux pas mal, vous autres, là. c'est selon le Kansas City Star... Oui. Taylor Swift puis son chum des Chiefs, ils ont couché vous irez voir rosalitahouse.com. Rosalita, R-O-S-A-L-I-T-A. Okay. Faites ça, là. rosalitahouse.com, c'est là qu'il était. OK. Ça a l'air assez beau à toi la face, Jerry. C'est, je pense que c'est 20 ou 25 000 la nuit. Si boire. Mais je sais pas, mais on dirait que j'aurais des milliards comme elle, puis quand quelqu'un me dirait c'est 25 000 pour une nuit, j'irais pas. J'irais non, trop cher. Je sais pas, non, puis en même temps, ça dépend. Faut que, ça fait combien de temps qu'elle fait ça? 10, 15 ans? Oui. Bon, fait que tu t'habitues graduellement. Probablement qu'au début, tu étais de même aussi, mais après ça, tu es forcé de reconnaître que ton statut est immensément unique, singulier. Puis il faut que tu agisses de façon... Mais en même temps, ça ne dit pas ton statut. J'aurais peut-être mal fait, mais je dirais, t'as pas une chambre quelque part à 5 000, m'a prendre le 20 000, m'a le donner. Je viens de passer dans un quartier, le monde est tout pauvre, m'a donné 20 000 piastres. Puis il me semble que ça ferait du bien. Non, mais je comprends très bien. Ça me semble tellement démesuré, mais c'est parce que, on dit à la blague, des fois, c'est du petit change pour elle, ce qui est tout à fait vrai quand on pense qu'elle a 1 milliard 300 millions quand même. Mais, sauf que, elle, c'est vraiment damn if you do, damn if you don't, Jeff. Peu importe ce qu'elle va faire, elle va être critiquée. Oui, c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, c'est parce que les autres, ce qu'ils font, c'est pour être hyper gaieté, ça veut dire que c'est hyper protégé. Mais c'est une vie, c'est pas une vie que j'envie. On va dire ça de même. Je comprends qu'ils ont le compte de banque, mais ils sont obligés d'avoir le compte de banque tout le temps rempli de même s'ils veulent continuer à avoir une vie gardée loin du monde tout le temps. Là. Donc, ça implique sécurité, ça implique des endroits hyper privés. Mm-hmm. Moi, personnellement, je serais pas capable. Pour moi, j'ai toujours trouvé que c'était une genre de cage dorée. Oui, mais Jeff, en même temps, elle s'est pas... Dans le fond, ce qu'on pourrait dire qui serait tout à fait logique, mais qui n'a pas rapport parce qu'il n'y a pas de logique là-dedans, parce que c'est un cas tellement exceptionnel par rapport à tous ceux qui chantent dans son cas à elle, c'est de se dire, à partir de combien tu n'as plus besoin de travailler et tu n'as plus besoin d'argent? Et c'est bien avant ça, tu es d'accord? Bon. Oui. On arrive dans des tales, malgré tout, on n'est pas là.
Mais là, on peut, les comparaisons que l'on pourrait voir, mais qui ne sont pas pareilles, parce que ça n'a rien à voir avec l'effet public, là. Mais tu sais, quand on va voir le président de Microsoft, quand on va voir Warren Buffett, qui ont monté à des 50-60 milliards de valeur, c'est autre chose. C'est même une coche pas mal en haut, plusieurs coches en haut de Taylor Swift. Mais eux autres, on sait ce qu'ils ont fait. Ils ont donné à peu près quasiment 95 de ça, parce que c'est impossible de dépenser ça, puis ils ont choisi de faire du bien ou peu importe ce qu'ils ont fait avec. Mais dans son cas, à elle, moi, je pense qu'elle va plutôt gérer, à mon avis, Jeff, je ne suis pas son agent, là, à mon avis, elle va s'assurer de gérer mieux son temps, pas en faire plus, certainement pas, mais mieux gérer son temps. Elle a fait une très, très grosse tournée, mais elle pourrait, en même temps, le problème, souvent, c'est la catastrophe quand ces gens-là qui sont habitués d'être applaudis, aimés, suraimés, appréciés, qui sont mais ils n'ont toujours pas que ça finisse. Exactement. Puis il y en a que ça finit mal parce qu'eux-mêmes n'endurent pas d'être passés 8e, 7e, 15e depuis être dans le Kodak. Depuis être dans le Kodak. Ben oui, je pense qu'elle va... Puis j'ai l'impression qu'elle a l'intelligence pour le faire parce qu'elle gère beaucoup. Tu as vu qu'est-ce qu'elle a fait quand elle a tout... elle a réenregistré toute son histoire, c'est ça. Toute son histoire de compagnie de disques, de tunes qui avaient été achetées. Puis elle a dit manger de la marde, c'est à moi, j'ai refait. Oui, ça, c'était extraordinaire. Mais ça montre qu'elle a une emprise sur sa carrière. Moi, je pense qu'elle va s'attarder à... D'abord, l'argent, on comprend que peu importe ce qu'elle mette à 2% ou à 10%, quand tu es rendu à ce prix-là, ça ne change rien. Ça va être de gérer son temps. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux devenir quoi à 35 ans, à 40 ans? Elle, ça va être plus important que nous autres. Là. Oui, exact. Ben, elle a plein de choix. Là. Si elle aime chanter, puis c'est sa vie, d'après moi, on va continuer. Mais en même temps, tu sais quoi l'autre affaire? C'est que même si tu es une Taylor Swift, on a connu des gros noms. Là. Elton John, mettons, les meilleurs tunes qu'il a faites, c'est dans 71, 73, 75. Il en a fait. Bien, après ça, Sad Songs, puis on comprend que c'est plus pareil. Là. Puis Little Janie, c'était du disco. Fait que, il n'est pas pourri, il a fait quelques tunes, puis tout, mais le meilleur, c'est au début. Fait que finalement, il a décidé de continuer. Mais c'est parce que ta fenêtre, habituellement, la fenêtre, pas tout le monde, mais la majorité des artistes, leur fenêtre de création, c'est aux alentours de 5 ans. T'sais, où est-ce qu'ils vont créer le meilleur de leur carrière? C'est une période de 5 ans. Il y en a qui ça va être 6, là. Il y en a qui ça va être 3. Mais en moyenne, et généralement, c'est 5 ans. T'es dedans, c'est sûr. C'est ça. Mais en parlant de start, tu dis, je veux te parler de Joe Rogan. Tu es en train d'écouter quelque chose. Monsieur Joe Podcast. Rogan qui est... Ben oui, écoute, je fais du podcast depuis beaucoup plus longtemps que Joe Rogan. Mais Joe Rogan, pour les podcasteurs comme moi et d'autres, c'est lui qui a rendu le podcast mainstream. Ouais. Donc ça, il faut être reconnaissant de ce que Joe Rogan a fait. Pas à peu près. Toute l'industrie gagne avec ce que Joe Rogan fait depuis quelques années pour le podcasting à travers le monde. Es-tu d'accord aussi que moi, pour avoir... Ben, mon fils Charles m'en avait beaucoup parlé, je me suis mis à en écouter. Mais une chose que j'aime beaucoup de lui aussi, c'est que les principes du podcast, lui, il les exploite très bien. Exemple, moi, je viens de la radio commerciale comme toi, puis moi, j'ai fait plus d'entrevues vraiment. J'étais en après-midi que toi. À l'époque, c'est pas une question d'être meilleur que l'autre, ça n'a rien à voir, ça fitait plus là. Mais lui a réussi lui-même, en tout cas lui, pas à me parler à moi, mais par sa façon de déployer son talent, de démontrer que tu peux faire des entrevues de 2 heures. Ça peut paraître inacceptable. Il n'y a pas un patron de radio dans le temps qui a... Des fois 3, des fois 3. Ben oui, absolument. Ça dépend c'est qui. Puis il s'accote, puis tu vois qu'il est intéressé. Puis en même temps, il nous démontre une autre chose qui est vraiment importante pour les gens du milieu. Lui, c'est pas un gars qui est allé à l'école de journalisme, puis rien de ça, là. Zéro. Quand tu regardes moi, la première fois que je l'ai vu, c'est quand les concurrents mangeaient des bébites dans une émission. C'est ça. Fear Factor. Oui, exactement. Vois-tu? Fait que, parce qu'il est intelligent, parce qu'il est inspiré, parce qu'il est coloré, puis parce qu'il a une qualité d'écoute là, que j'aurais aimé avoir. Donc, il a placé les balises, d'après moi, pour bien du monde qui fait du podcast aujourd'hui. Oui, puis à un moment donné aussi, tu sais, c'est un gars qui était dans le milieu. Hein. C'est un gars qui était dans le milieu. Ses parents étaient des artistes, étaient des bohèmes. Vrai. C'est un gars qui... Puis, à un moment donné, Joe Rogan, puis je pense que c'est son mariage avec la UFC, l'entourage de la UFC, donc Dana White et compagnie. Ça l'a... Ce gars-là a découvert autre chose. C'est un bohème, là. C'est un bohème c'était un gauchiste. C'est un méga gauchiste, Joe Rogan. Et il a découvert d'autres choses dans sa vie, puis à un moment donné, il a mis son pied à terre, puis il a dit « Fuck, je fais un finger à toute la gang dans l'industrie. » C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est rendu à Austin, Texas. Mais ça, là, il faut que... Je comprends, probablement qu'il y avait déjà de l'argent, puis ça roulait, puis juste avec la UFC, il aurait été correct, probablement. Mais ce que je veux dire, c'est que pour s'accomplir comme il s'accomplit, un peu comme Elon Musk a fait d'ailleurs dans les dernières années,
où il a surpris tout le monde avec ses déclarations et qu'est-ce qu'il écrit. Il s'est comme libéré. C'est ça que je veux dire. C'est comme libéré. Il dit, regarde, voici ce que je suis, OK? De temps en temps, il nous fait référence à son passé, puis de où il vient, puis de où ce qu'il était, puis où il est rendu. Mais, tu sais, c'est pas évident, là. Il y a beaucoup de monde dans cette industrie-là qui ne disent pas qui ils sont. Ils disent ce que le marché veut entendre parce qu'ils ne veulent pas être éliminés ou cancellés. Je comprends que ça prend un certain succès, ça prend une certaine confiance pour faire ça, mais c'est ce qu'il a fait. Lui, il a fait ça. Là. Ça participe à son succès. À être oui. Lui-même, puis tu sais, en même temps, Jeff, on va dire quelque chose que tout le monde a bien compris. Moins tu mens, surtout quand tu parles beaucoup, quand tu es à la radio à tous les jours, plus c'est facile à gérer. Parce que quand tu te mets à mentir puis te faire des images qui ne sont pas la tienne, 3 mois plus tard, qu'est-ce que j'avais dit là-dessus sur ce sujet-là? Je ne me rappelle plus. Mais les auditeurs vont dire, toi, non, c'est quoi cette affaire-là? Il dit tout le podcast, 3 heures, 3 fois par semaine, tu es dénudé, là. Tu peux pas commencer à bullshiter, sinon tu vas te faire ramasser, pas à peu près. Ce que je voulais dire sur lui, donc il y a toutes sortes de monde. Il y en a que t'aimes moins, il y en a qui sont plus éclectiques, il y en a qui sont plus pétés. Il y a toutes sortes de monde qui passent. Dans ce cas-ci, lui avait un questionnement. Il est allé chercher un psychologue réputé, un psychologue social, Jonathan Haidt, H-A-I-D-T. Puis je veux juste te lire quelques petits bouts que mon fils me traduit en français, parce que ça donne une idée de quoi il parle dans le podcast en question. Et surtout, le sujet est tout à fait contemporain, très actuel, Jeff. Je t'en lis des petits bouts, puis tu me dis, c'est Jonathan Haidt qui parle. Il dit quelque chose s'est brusquement et horriblement mal passé pour les ados au début des années 2010. À présent, vous avez probablement vu les statistiques, le taux de dépression et d'anxiété, relativement stable dans les années 2000, a augmenté de plus de 50% dans de nombreuses études de 2010 à 2019. Le taux de suicide a augmenté pendant ce temps de 48% pour les ados de 10 à 19 ans et pour les filles de 10 à 14 ans, il a augmenté en Amérique du Nord de 131%. Quelques petits paragraphes encore. Ça va durer peut-être une minute ou deux. Je veux qu'on parle de ça. Oui, c'est important, ça. Le problème ne se limite pas aux États-Unis. Des schémas similaires ont émergé à peu près au même moment au Canada, au Royaume-Uni, Australie, Nouvelle-Zélande, dans les pays nordiques et au-delà. Selon diverses mesures et dans divers pays, les membres de la génération Z, ceux qui sont nés après 1996, souffrent d'anxiété, de dépression, d'automutilation, de troubles connexes à des niveaux plus élevés que toute autre génération pour laquelle on dispose des données. Donc, c'est la première fois depuis une centaine d'années où on voit ça. Le déclin de la santé mentale n'est qu'un des nombreux signes qu'il y a eu un dysfonctionnement. La solitude et l'absence d'amis chez les ados américains et nord-américains a commencé à augmenter vers 2012. Les résultats académiques ont également baissé de façon... On sait de où ça vient, là. On le sait. De façon générale. Selon le Nations Report Card, les scores en lecture et en mathématiques ont commencé à baisser pour tous les élèves américains après 2012, inversant les décennies de croissance, mais généralement constantes. La principale mesure internationale des tendances éducatives, le PISA, montre que les baisses en mathématiques, en lecture et en sciences se sont produites à l'échelle mondiale, également à partir du début des années 2010. Donc, ce n'est pas juste en Amérique du Nord, c'est à peu près partout. Alors que les plus anciens membres de la génération Z atteignent la fin de la vingtaine, leurs problèmes se prolongent à l'âge adulte. Les jeunes adultes sortent moins ensemble, ont moins de relations sexuelles, montrent moins d'intérêt pour avoir des enfants que les générations précédentes confondues. Ils sont plus susceptibles de vivre avec leurs parents, ils étaient moins susceptibles de trouver un emploi à l'adolescence et les managers disent qu'ils sont plus difficiles à travailler. Beaucoup de ces tendances ont commencé avec les générations précédentes, mais la plupart d'entre elles ont accéléré avec la génération Z. Un dernier petit paragraphe. Les enquêtes montrent que les membres de la génération Z sont plus timides, plus au risque que les générations précédentes, et cette aversion au risque peut les rendre moins ambitieux. Il y a quelques affaires qu'on a vues, là. Lors d'une interview en mai dernier, le cofondateur d'OpenAI, Sam Altman, et le cofondateur de Stripe, Patrick Collison, ont noté que pour la première fois depuis les années 70, aucun des grands entrepreneurs de la Silicon Valley n'a moins de 30 ans. Aucun. Quelque chose s'est vraiment passé et se passe encore, a déclaré Altman. Dans une industrie célèbre pour sa jeunesse, il est perplexe face à l'absence soudaine de grands fondateurs de 20 ans. Wow. C'est intéressant, hein? Ouais, ça shake en même temps. Moi, je trouve que les chiffres sont ahurissants. Puis, on sait c'est quoi, là. On sait Jeff, ça part. Écoute, ça se peut pas que tu sois complètement surpris.
T'es déçu? Ben non, je suis pas surpris. Je suis pas surpris, on le voit tout. Surtout, moi, je suis en Floride. Je vais t'expliquer pourquoi. Oui. C'est que, hier... tu sais, bon... Je comprends toute l'histoire là, pendant la campagne. Trump était déjà populaire avant. Puis, mais c'est 10-15 ans, là, c'est pas juste Trump. T'es d'accord que c'est. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je m'en vais vers là, c'est que tout le monde a jugé un peu la tentative du gouverneur de la Floride, DeSantis, d'être le chef du Parti républicain. Ah, il a manqué sa patente, il a manqué sa patente. La vérité, là, une fois que le show de Trump va être fini dans 4 ans, là, le plus conservateur qu'on a vu probablement depuis Ronald Reagan, là, comme politicien national, c'est DeSantis. Et DeSantis a peur de rien. OK? C'est le gars... D'abord, c'est un gars, je ne sais pas s'il travaille 24 heures sur 24. J'ai jamais vu autant d'affaires qui arrivent. Et lui, il a passé le bill hier. Il a passé la loi, puis il a dit il encadre tous les jeunes de 14 ans pour les réseaux sociaux. Ça prend une permission parentale. Moi, j'ai lu ça, Il va tenir responsable les propriétaires de ces réseaux-là. Parce que c'est ça. Les gens disent de où ça vient, ça là? C'est-tu religieux, ça patente? Non, ça vient carrément de son gars de la santé, celui qu'on aimait, qui parlait contre l'histoire de la COVID. Il dit, lui, il est dans ces études-là. Il dit c'est catastrophique ce qui se passe avec les réseaux sociaux pour nos jeunes. Pas une question de pas de couleur politique là, Jeff. C'est social. On est en train d'échapper nos jeunes. Il y a quelque chose de grave qui se passe avec les jeunes, puis ils ont pris cette initiative-là. Et je pense sincèrement que, tu sais, je veux dire, on rit bien, là, oui, liberté, mais les jeunes sont encadrés. Là. On les encadre pour l'école, on les encadre pour la consommation de boissons, quand est-ce qu'ils ont le droit de prendre une voiture, quand est-ce qu'ils peuvent voir de la porno, etc., etc. Il y a un malaise. Il y a des jeunes, vous avez peut-être des jeunes qui sont capables de dealer avec ça, puis qui sont des jeunes comme nous autres. Mais c'est clair, c'est pas tout le monde. Mais ce que tu dis là, c'est vu, comme tu le dis, dans toutes les sociétés. C'est ça. Et ça, c'est important. C'est 2012, là. C'est 2012, là. OK? C'est arrivé au même moment. Là. C'est pas 82. C'est proche en tabarouette de nous autres. Puis rajoute la COVID à travers ça. Donc, tu as une génération qui est très inquiétante. C'est triste, là. C'est vraiment triste. Tu sais, les dépressions... on les voit, ils sont décrochés. Beaucoup de jeunes sont complètement décrochés. Je veux dire, tu parles à des entrepreneurs, tu parles à des gens qui engagent des jeunes depuis tout le temps. Il y en a encore des bons jeunes. Mais malheureusement, la majorité ne sont pas là pantoute, là. Ils ne sont pas là pantoute. Moi, je sais, j'étais impliqué dans quelques affaires. Ouais. On était chercher du monde à l'autre bout du monde pour prendre les jobs avant que c'était des jeunes qui prenaient. Les jeunes ne sont plus là, là. Ils sont arrêtés, ils sont en train de checker le téléphone, ils travaillent sur un chiffre de 8 heures, ils travaillent même pas 3 heures. C'est fou, là. Puis... Il y a plein d'éléments là-dedans, juste dans les 2, 3, 4, 5 paragraphes que je vous ai lus du psychologue social. Mais tu sais, juste le fait que les jeunes disent « Ah, mais plus d'enfants », moi, ça m'a frappé récemment. C'est pas une question de jugement. Là. Si t'en veux pas, aie-en pas, parce que c'est pas sûr que tu vas être le meilleur père ou la meilleure mère. Tu comprends ça? Mais la réalité... Avant, on faisait des blagues, on disait « Ah, nos jeunes, aujourd'hui, il y a mieux avoir un nouvel ordinateur, un nouveau téléphone que d'avoir un char. La merde, pas le temps de s'occuper de ça, la technique. » Mais nous autres, on rêvait d'un char. C'est autre chose, c'est parfait, ça évolue. Ça. Mais la famille, tu sais, on le sait, là. Moi, je ne suis pas surpris parce que ce qui m'a surpris, c'est de l'entendre autour de moi de temps en temps, puis des amis de mes enfants qui sont rendus à 30 ans, puis ceux qui ont autour de 20 ans. Ah, j'aurais pas d'enfants. D'abord, puis toujours l'excuse, genre, dans un monde de fous de même avec des gars partout. Ça, c'est pas vrai. Non, arrêtez. Sinon, on n'aurait pas eu personne. Puis d'autre part, moi, regarde, j'hésite pas une demi-seconde quand on me dit ce qui m'a rendu plus heureux dans la vie, c'est d'avoir des enfants. Voyons, c'est pas toujours facile, c'est clair, mais en même temps, c'est peut-être une partie du problème aussi. Si on se met à s'auto-critiquer ou analyser, je te dirais, Jeff, on s'est plaint, nous autres, quand c'était le temps d'avoir des parents qui nous restreignaient, qui disaient « Oui, il fallait que tu deals tes permissions, rappelle-toi. Je reviendrai vers 11h à soir. Ah là, 10h30. » On sortait le violon, puis on essayait de gagner 15 minutes. Mais il y avait une discussion avec nos parents aujourd'hui. Moi, je pense qu'ils font à peu près ce qu'ils veulent. Puis les parents, ça fait leur... Tu sais, on donne l'exemple. C'est facile de se critiquer. Mais je me sens bien d'en parler parce que j'ai eu 3 enfants, puis je n'ai pas été parfait de toute évidence. Mais... je sais que juste la différence, j'ai eu un enfant, mettons, en 91 puis en 92, puis j'en ai eu un en 2002, OK? Juste la différence de 10 ans, Jeff, là, en 2002, là, si je suis parfaitement honnête, là, les premières années avec Elliott, là, assez rapidement, il y avait un petit iPad
Oui. Disney, là. Oui. Ça faisait notre affaire en esti quand il écoutait un petit film. Hein. Tu sais, soyons honnêtes, là. Oui. On les a mis là-dessus tôt, puis bon, en même temps, est-ce qu'on se surveillait tout le temps? Non. Puis est-ce qu'on est responsable à 100% de ça? Non, mais il va falloir qu'il y ait des gens qui lèvent la main sur la responsabilité, sinon on va se fermer les yeux et on avance dans le mur. Des stats de 131% d'augmentation du suicide chez les 13 à 17 ans, chez les filles, attends un peu, là. Mondialement, Jeff, c'est bol. Il n'y a rien pour se réjouir là-dedans. Là. Mais en même temps, est-ce qu'on a la volonté de retourner ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas si on a cette volonté-là. Habituellement, mon ami Jerry, ce genre de patente-là, il y a toujours une petite chose à un petit commentaire de tout ce qu'on a dit là. T'es-tu fessé un peu, Jerry? Ben, je suis fessé, mais je ne suis pas, je suis pas bien surpris. Je suis pas surpris. Non, je ne suis pas surpris du tout. C'est plate de ne pas être surpris. Non, je ne suis pas surpris du tout. Tu veux dire, tu parlais de tes enfants. Toi, tu as 2 milléniaux puis tu as un Z. Là. Ouais. On peut faire le lien, parce que les milléniaux sont venus un peu au monde avec Internet. Là. C'est carrément ça. Là. Ils étaient bébés, puis c'était l'arrivée de l'Internet. La majorité, mettons, même 1995, l'arrivée de l'Internet, je parle pour c'est pas mal là. C'est pas mal là. Pour les emails, aller voir des sites, des journaux puis des patentes. Les bébés de c'est 95, mais la masse, c'était plus en l'an 2000. Au tournant de l'an 2000, c'est là que vraiment, même grand-maman avait Internet. Là. Au début, grand-maman n'avait pas Internet. Là. On s'est entendu, ça a pris il y a un genre de... dans le coin de l'an 2000. Mais c'est des enfants de l'Internet. Est-ce qu'il y a un lien direct avec l'Internet? Ça veut dire, les réseaux sociaux et Internet, c'est sûr qu'il y a un lien. Ben, la fin, c'est que si tu vas quelque part, on fait un test, on va quelque part, n'importe quoi, tu es avec tes enfants. On parle des enfants, OK? C'est tes enfants. Puis on va à une place où il n'y a pas de réseau. On peut-tu rester là, mettons, 3-4 jours à une place où il n'y a pas de réseau? Je pense que nous, les parents, on réussirait, même si ça nous dérangerait parce qu'on a l'habitude qui est forte. Là. Mais les enfants, d'après moi... Ils ne peuvent pas supporter ça. Je pense pas. Il n'y a pas de réseau. Pas de réseau, pas de vie. C'est ça, Chris. Mais c'est ça, la réalité. Jerry, je vais te dire quelque chose. Il y a la réalité, c'est ça. 10 ans maximum, OK? 10 ans maximum. On allait une fois par année un voyage dans le Sud, OK? Voyage dans le Sud, le Wi-Fi, il y a 10 ans, c'était pas généralisé comme... Tu sais, rapidement, ça s'est fait là, depuis 5-10 ans. Mais mettons 10-12 ans, OK? Puis il y avait... Ça coûtait bien trop cher. Ça coûtait les yeux de la tête. C'était encore trop cher au Canada pour l'itinérance, mais mettons, ça coûtait cher. Mais tu sais quoi le moment de bonheur des enfants? Puis là, je l'ai vécu dans ma famille. Je ne blâme pas les autres. Là. À l'heure du souper, 5 à 7, tout le monde se ramassait dans la hall d'entrée parce qu'il était beau? Non, parce qu'il y avait du Wi-Fi. Oui. Tout le monde était assis. Il n'y avait plus de place. C'était crowdé comme des cochons. Tout le monde, nous autres, tout le monde était assis sur les tables, sur le bord, partout, avec le téléphone. Il allait prendre un message, il allait voir. Rien d'important, mais c'est pas grave. C'était un moment magique. Un petit verre avec ça. Tout le monde était à réception. On pensait que, quand on était jeune, on pensait qu'il y a une guerre que quelqu'un allait peser sur un piton puis il allait avoir une bombe qui allait faire qu'on allait disparaître. Au moment donné, on a pensé que, ça peut arriver dans le futur, là, mais on pensait que ça allait être une astéroïde. Après ça, on a pensé que ça pourrait être un virus. Après ça, on pense que ça va être le fait que ça se réchauffe de 1 degré. Mm-hmm. Le plus grand danger de la société, c'est la technologie. Le plus grand danger, c'est ça. Puis c'est pas une question, est-ce qu'on va vivre avec, est-ce qu'on va vivre avec 100 ou c'est pas ça. Je suis d'accord. C'est l'impact. C'est qu'elle est là, puis on est capable d'être assez adulte pour voir que c'est une catastrophe. Oui. C'est une catastrophe. Parce que nous autres, quand on était jeunes, okay, nous autres, on est plus les enfants. Quand on est venu au monde, la TV existait. Là. Mais les plus vieux, là, la génération silencieuse, là, les vieux qui ont 80-85 ans, eux autres, ils ont connu l'époque pas de TV. Là. Comment tu dis? Ils ont connu cette époque, ça n'existait pas, la TV. Là. Puis on s'est entendu que quand il est arrivé en 1954-55, la TV, généralement, c'est arrivé un peu avant. Mais je veux dire, il y a beaucoup de monde qui n'avait pas encore de TV. Là. En 1960, il y a du monde qui n'avait pas de TV. Là. Ben oui. C'est dur à comprendre, là, mais c'était comme ça. C'est tout récent, là. C'est pas si vieux que ça. Là. C'est pas si vieux que ça, là. Moi, mon père, c'est quand il est allé en appartement avec ma mère, c'est là qu'il a acheté sa TV. Puis, où est-ce qu'il demeurait chez ses parents, il n'y avait pas de TV. Là.
Parce que le bonhomme, il travaillait, le bonhomme, il travaillait, lui, il faisait des manteaux de fourrure. Puis il travaillait 80 heures, je dis 80, 50 heures par semaine. Il n'écoutait pas la TV. Il dit, moi, je n'écoute pas la TV, je n'ai pas de TV. Puis la bonne femme avait fait des tartes. Fait que pour moi, de TV. Parce qu'on comprend la patente, là? Ouais, donc, nous autres, premier niveau. C'est le premier niveau. Nous autres, on est nés avec une TV. Oui, mais ça part de plus, aussi d'autres affaires. Mais je vais faire le lien. Je vais te faire le lien là. Il est là, le lien. C'est que moi, nous autres, on avait une TV. Mais quand moi, j'étais jeune, j'avais 12 ans, 13 ans, 14 ans, je travaillais, puis on commençait à travailler, puis on commençait à brasser un peu, puis être dans le monde. Je ne parle pas des bébés de 5 ans, 6 ans. Je parle comment c'est pré-ado, ado. Hein. Mais quand tu as des petits job-in ou des affaires, tu ne peux pas emmener ta TV où ce que tu es. Moi, mon chum, il travaillait dans un parking. Là, il surveillait un parking, puis il parquait le monde. Il y avait une boîte avec une caisse pour faire payer le monde. Un petit radio transistor, peut-être. Il y avait peut-être un petit radio transistor, mais il n'y avait pas de TV. Mais non, c'est très bon. Aujourd'hui, en réalité, là, ta TV, tu l'as tout le temps avec toi. Nous autres, on l'a connu l'époque où quand tu travailles, tu n'as pas de TV, puis quand tu es en vacances ou tu es en congé, tu écoutes la TV. Le soir, tu écoutes la TV, tu écoutes le hockey, mais le lendemain, tu vas travailler ou tu vas à l'école, tu n'as pas de TV. Il y avait du on and off. Il y avait TV ou pas de TV. Aujourd'hui, la TV est toujours là. Ils l'ont dans leurs mains 24 sur 24, même la nuit, tout le temps. Et là, la différence. Ils l'ont dans leurs mains. Très intéressant. Très intéressant, parce que c'est imagé, mais c'est tout à fait vrai. Mais c'est pour ça que, puis on va faire le switch pour le Prime là, mais c'est pour ça que j'arrête pas de le dire, moi je le dis depuis toujours. Tu sais, comme jeune, moi je trouve qu'on a vécu la plus belle époque. Tu sais, les années... On ne savait pas qu'on était dedans. Là. On pensait que c'était quasiment la misère. On chiolait tout le temps pareil. Au niveau social, moi, on écoutait les games de hockey en gang. Si c'était pas chez quelqu'un d'un sous-sol, on allait à tel bar, on mangeait du popcorn. On était tout le temps en gang. Je regarde ça aujourd'hui, de par comment c'est devenu, les gens ne vivent plus entre eux. Il n'y a plus de... La société... Ben, il y en a. Je veux dire, tu regardes, les Latinos vivent encore dans les années 80. Mais... même sur des téléphones dans les poches. Donc, il doit y avoir une résistance à un moment donné de part. Il n'y a pas juste la techno, il y a notre société qui a changé, puis peut-être pas pour le meilleur. Mais sérieux, là, les gens qui ont été élevés dans les années 70, dans les années 80, puis dans les années 90, vous avez fait votre jeunesse, là, vous avez été chanceux en tabarnache, parce qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que tout ce bout-là, qui est le bout qui détermine qui nous sommes, comment on développe nos valeurs, nos relations avec le monde, etc. C'est les années les plus importantes qui vont nous servir pendant tout le reste de notre vie. J'ai mal pour eux autres. Sérieux, je les regarde aller, là, j'ai mal pour eux autres. J'envie pas leur vie, pas une crise de seconde. Puis à l'inverse, nos parents nous regardaient quand ils étaient jeunes et disaient « Hey, vous avez une crise de belle jeunesse, vous autres, vous êtes chanceux, je ne sais pas comment. » Mais nous autres, on n'envie pas leur vie tant que ça, là. Non. Tu sais? Gros sujet, le fun à jaser. Puis on n'a pas fini d'en jaser avec Gilles Parent. Vous voulez plus de Gilles? Bien, vous allez sur le Prime parce qu'on a plus de Gilles. Et on a plus de live aussi dans les prochains instants, ici même sur Radio Pirate. Thanks for listening to Radiopirate.com. Radiopirate.com. Enfin. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Daniel Dufort, il est le grand patron maintenant de l'Institut économique de Montréal. Daniel, t'es salué, mon ami. Comment tu vas? Très bien, merci beaucoup, Jeff. C'est un plaisir d'être avec vous autres cet après-midi. Hey, raconte-nous un peu qu'est-ce qui arrive avec l'IADM dans les derniers temps. Quelles sont vos missions? Comment ça se passe? Parce qu'on sait qu'un think tank de droite au Québec, on n'en a pas une tonne, donc on est chanceux d'en avoir un depuis plusieurs années. Je sais que Michel Kelly-Gagnon a travaillé fort, Adrien Pouliot, pas André, mais Adrien Pouliot a travaillé fort au début avec Michel et tout ça. Content de savoir qu'après tant d'années, encore debout puis plus fort que jamais. Ben, tout à fait. On a célébré notre 25e anniversaire
en octobre dernier. Donc, c'est une grande réalisation, un grand jalon pour nous autres. Évidemment, bon, à travers les années, je pense que une des premières choses pour lesquelles on s'était fait connaître du grand public, c'était le compteur de la dette. Donc, encore aujourd'hui, 25 ans plus tard, la question des finances publiques, c'est une grande préoccupation pour l'Institut économique de Montréal. Je dirais aussi la santé, le système de santé au Québec, d'avoir davantage de flexibilité dans le système, d'avoir plus d'apports de contributions du secteur privé aussi, c'est quelque chose qui est au centre de nos missions. Puis tout ce qui est politique énergétique, autant que ce soit d'avoir plus de lucidité sur la place du pétrole et du gaz naturel dans nos vies, ou encore le manque d'électricité qu'on connaît là au Québec, qui pointe à l'horizon, qu'on avait été les premiers à lever le drapeau à cet effet-là il y a 3 ans. Donc, c'est quelque chose qu'on continue à faire. Dans les sujets qui sont plus nouveaux pour nous, je dirais l'habitation, le gros problème qu'on a avec le fait qu'on construit pas assez, qu'il y a beaucoup d'entraves qui sont mises, notamment par les gouvernements municipaux à Montréal, mais ailleurs également, qui nuisent à ce qu'il y ait une offre suffisante. Ça fait partie des grands sujets pour nous. Ben, regarde, avant qu'on passe à ton sujet principal de ton texte que tu as fait sur le libéralisme économique, parle-moi sans doute un peu de ça. On commence par où? Hein? Parce que quand je regarde ça, moi, je viens de me bâtir. Là. Donc, j'ai fait un saut, pas à peu près, sur le budget qui avait été fait par rapport à, quoi, c'était 2020-2021. J'ai bâti l'année passée. Puis c'était facilement, moi, j'ai des chums beaucoup dans le milieu de la construction. On parle entre 2020 et 2023, on parle facilement de 35 % de plus pour le résidentiel. 35 % là. Donc, déjà, les maisons, mettons qu'une maison, tu bâtis une maison de 400 000, ta maison est 35 % de plus que 400 000, plus les taxes, donc de 15 % que tu n'es pas capable de les récupérer. Par où on commence? Les matériaux ont descendu, mais là, il y a les histoires de main-d'œuvre, les histoires de corps de métier, ça finit plus. Puis là, tu te dis, mais voyons, comment on va faire pour ramener un prix décent, autant pour nos condos, les appartements en location, ces choses-là, comment est-ce qu'on va faire? 100%. Premièrement, on part de la base là, avant de s'attaquer à un sujet complexe comme ça. Il y a 2 leviers. Hein? Il y a l'offre puis il y a la demande. Parce que ce qu'on a, c'est qu'il n'y a plus assez d'offres pour la demande qui a augmenté, donc les prix augmentent. À la base, le problème, il est simple comme ça. Pour les solutions, là, ça devient plus compliqué. D'un côté, est-ce qu'il y aurait lieu de réduire un peu les quotas d'immigration afin que la demande soit moins accrue? Ça fait peut-être partie de la solution. Mais surtout, ce qu'il faut faire, puis qu'on contrôle au gouvernement du Québec, puis les gouvernements municipaux, mais c'est d'arrêter de mettre des entraves qui sont inutiles. Ça part là avec le zonage, où est-ce qu'on a des processus d'approbation qui sont longs, qui sont coûteux, puis qui font vivre là toute une industrie de consultants qui sont autour de ça. Donc ça, ce serait quelque chose à revoir. Un autre élément. On pourrait commencer dans les zones, tu sais, les fameux. Bon, quand ils ont arrivé avec ça, là, dans les années 70, c'est je pense que c'est le premier mandat du PQ où on a la CPTAQ a été formée là. Il y a beaucoup de terrains qui sont des terrains zonés agricoles sur lesquels il n'y a jamais eu d'agriculture. Exactement. Donc, puis on peut toujours pas bâtir là-dessus et rien faire. Là. On peut rien développer. Là. Absolument. Puis ça existe au Québec, mais on peut voir aussi en Ontario, là, parce que on regarde Toronto, c'est encore bien pire que nous, là, côté prix, c'est indécent là-bas. Et puis le gouvernement Ford a essayé de faire quelque chose en s'attaquant au Green Belt, qu'ils appellent, là, où est-ce qu'ils étaient engagés à ne pas développer, puis ça a fait tout un tollé. Donc, les lobbies écologistes qui s'opposent à l'étalement urbain, ça fait partie du problème. Il y a aussi certains normes de contrôle environnemental. Tu sais, on voit là la saga autour de Northvolt, puis là, je suis loin d'être en faveur du financement. T'es comme moi. T'es ambidex là-dessus comme moi, parce que on n'est pas pour la subvention, mais là, quand on regarde ce que les Greens sont en train de faire pour faire dérailler le système, on se dit, my God! Parce que si c'était une vraie compagnie pas subventionnée, on serait tous debout en train de les défendre. Là. Exactement. Puis tu sais, c'est là-dessus que je pense qu'il faut être conséquent avec soi-même, puis je me réjouis pas de ce qui arrive à Northvolt en ce moment. Parce que si c'était une entreprise non subventionnée, exactement comme tu le disais, je serais le premier à monter aux barricades pour dire que ça n'a pas d'allure et que c'est indécent. Puis on voit des cas comme ça un peu partout. Il y en a à Gatineau. D'ailleurs, c'est un des dossiers qui a mené au départ
tonitruant de la mairesse. Autour de Montréal, il y a tout ce qui est la fameuse rainette qui empêche de développer sur la rive sud. On s'en sort pas. Puis quand on arrive sur l'île de Montréal, ben là, avec Valérie Plante, c'est impossible de bâtir quoi que ce soit autre que des tours situées au centre-ville ou à Griffintown, puis c'est à peu près tout. Mais les Greens vont plus loin que ça. Je prends l'exemple de la région de Québec, les terres des sœurs, je sais pas trop quoi, dans le coin de chez Jerry. À côté de chez nous. Coin, pas trop loin d'où étaient mes parents auparavant. Il peut se bâtir là quasiment... C'est 8-9 000 maisons qui peuvent se bâtir? Vous connaissez Central Park? C'est à peu près le 3/4 de Central Park. Oui. Ça, c'est en pleine ville. Là. T'es en pleine ville, t'es sur le bord de l'autoroute. T'es en plein... Puis ça, c'était des terres agricoles auparavant parce que les prêtres ou les sœurs avaient ça. Et ils ont voulu développer ça. Communard a voulu développer ça quand Communard existait. Mm-hmm. Et finalement, il n'y a rien arrivé parce que là, ils ne voulaient pas de développement là non plus. Là, je disais aux gens, ouais, mais là, vous ne voulez pas de développement loin, puis ils n'en voulaient plus dans la ville non plus. On va mettre le monde où? Et le monde disait, mais là, c'est ça qu'on ramasse, là. Ces problèmes-là, là. C'est après moi le déluge. Tu sais, je suis le dernier à avoir acheté une maison dans tel quartier. Si vous construisez, j'ai peur à la valeur de ma maison. Puis je peux comprendre, là, il y a des intérêts rationnels là-dedans, mais quand on regarde la croissance de la population puis la vitesse à laquelle les prix augmentent, je pense qu'on peut peut-être mettre un peu d'eau dans son vin, là. Oui. Mais est-ce que tu penses qu'au niveau de la construction en tant que telle, l'industrie de la construction, on a parlé en masse des métiers, des corps de métiers, mais aussi des conditions. Puis le pire, c'est que c'est pas les travailleurs qui gagnent le plus cher. Le taux horaire est extrêmement élevé pour le client. Mais quand le travailleur regarde son chèque de paye une fois que tout est nettoyé, ben son pick-up il est rouillé. Là. C'est pas vrai qu'il est en train de faire la grosse passe d'argent. Mais le prix chargé, donc tout le monde se graisse là-dedans, la CCQ, les assurances, les patentes de vacances, tout le monde se... Mais ça revient que si tu bâtis une maison, tu as 7-8 ouvriers, ben ça te coûte à peu près 700-800$ de l'heure d'avoir les ouvriers dans la maison, là, quand tu bâtis. Donc là, tu vois les 700-800$ à chaque heure. Puis ensuite de ça, au niveau de la productivité, ça commence à 7 heures le matin. À 3 heures, les chantiers sont libres. Souvent, le vendredi après-midi, il n'y en a pas. Samedi, dimanche, il n'y en a pas. Donc, si on compare à ce que je vois ailleurs, moi, je suis en Floride en ce moment, ça travaille le dimanche matin là, dans les quartiers où ça bâtit des maisons. Là. C'est une autre game. Ben exactement. Puis bon, sur les corps de métier, ça d'ailleurs, là, on lance une nouvelle publication demain, donc c'est clairement quelque chose qui est problématique, là. Ne serait-ce que pour la mobilité de la main-d'œuvre à l'intérieur du Canada sur la construction qui est freinée par ça. Puis ça, c'est une perte nette de productivité qu'on a juste de ce côté-là. On n'a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin. Ensuite, les longues formations pour être peintre en bâtiment. Regarde, moi, je peux te le dire, moi, je pourrais jamais être peintre en bâtiment. Puis j'aurais beau faire 900 heures, je serais jamais bon là-dedans. Mais il y a bien du monde que ils n'ont pas besoin de 900 heures pour être bon pour peindre un bâtiment non plus, là. Donc, on a des freins à cet égard-là. Pour ce qui est de la productivité, je suis pas un expert, mais je suis au courant d'études qui montrent que la productivité dans le secteur de la construction n'a pas augmenté depuis pratiquement 40 ans. Fait que quand tu regardes... Malgré les équipements, malgré les nouveaux outils, malgré tout ce qu'on a, là. Malgré tout ce qu'on a. Parce que la réglementation qui s'ajoute vient éliminer ces gains-là. Puis il y a une partie de la réglementation qui est en lien avec la santé et sécurité. Là, il y a des éléments avec lesquels c'est plus difficile de s'obstiner. Mais la réalité, c'est qu'une industrie qui n'a pas de gain de productivité depuis 40 ans, ben c'est sûr que ça ira pas bien, là. Non, c'est sûr que ça ira pas bien. Mais par rapport justement au housing, là, Daniel, j'ai vu un tweet de l'IADM, puis ça parlait de la ville de Montréal, puis tu sais, c'est plein de règlements, des fois qu'on n'est même pas au courant, tu sais, des affaires mais je voyais que, autrement dit, la ville de Montréal, il y a un genre de règlement par rapport au logement abordable, là. Il y a un genre de règlement 20-20-20, là. C'est quoi ces affaires-là? À un moment donné, c'est quoi toutes ces patentes-là qui empêchent, en fait, de compte, les promoteurs de bâtir puis faire quelque chose de payant pour eux autres? Parce qu'à un moment donné, il faut que ce soit payant s'ils ont vu que ça bâtisse, là. C'est une taxe. Ça aura beau avoir le nom le plus sympathique au monde, c'est une taxe. Parce que, dans le fond, là, le règlement, ce qu'il prévoit,
c'est que quand tu veux bâtir des logements d'une certaine taille, tu dois t'engager à faire un certain nombre de logements sociaux, mais un certain nombre de logements familiaux, bref, du 3 chambres et plus. En réalité, ça, c'est des penthouses, là. C'est pas des logements abordables, mais pas du tout. Et bon, tout ça fait en sorte que les entrepreneurs en construction, les développeurs doivent négocier avec la ville pour soit leur vendre des terrains à un tarif dérisoire, soit payer une pénalité. Alors, les développeurs choisissent de payer la pénalité plutôt que d'avoir des fonctionnaires de la ville dans leurs jambes pendant une éternité. Ça fait monter le prix des nouveaux condos pour tout le monde de milliers de dollars. C'est essentiellement ce que c'est. Là, dernièrement, la ville a admis à demi-mot que ça n'a pas donné ben des résultats, que ça lève pas beaucoup d'argent non plus, mais nous disent qu'ils vont revenir à la charge plus tard. Mais au moins, ils ont fini par admettre que c'est un scheme pour faire de l'argent. C'est un scheme, c'est ça. C'est pas pour livrer des résultats. Hey, j'ai un autre petit sujet avant d'aller dans ton texte. Écoute, c'est toujours le fun de parler avec un institut économique parce qu'il y a beaucoup de choses au niveau économique en ce moment. Il y a, souvent on pense économiste de droite ou plus conservateur, etc. On se trompe parce qu'on a l'impression que la majorité des économistes qu'on entend dans les médias sont des défenseurs du modèle québécois, de la social-démocratie, des taxes, de tout ce qu'on a puis qui ne fonctionne pas très bien. Là, c'est le gros débat sur ce que fait Poilievre au Canada avec la taxe carbone. Et nous, on a la bourse carbone où on charge les entreprises, où les entreprises achètent des permis de polluer. Et ça nous est repassé dans le pétrole, entre autres, à la hauteur de 12-13 cents du litre pour l'instant. Et là, il y a tous les gens qui se chicanent. Ah, Poilievre, il n'est pas fin. Il se bat, il donne des tapes sur le Bloc québécois, alors que le Bloc québécois n'a pas d'affaires là-dedans. Les Québécois, on n'est pas dans la taxe. Nous autres, on a d'autres choses. Puis en plus, au Québec, nous autres, que ce soit une taxe ou que ce soit une bourse carbone, les Québécois, là, c'est convenu que les Québécois, ils sont pour ça. C'est dans la société, c'est accepté. On ne sait pas trop où ils ont pris ça. Mais c'est un gros débat. OK, c'est un gros débat. Puis moi, toute taxe, puis je me demande sincèrement s'ils sont capables de nous produire des rapports annuellement. Quel est l'impact pour vrai sur le climat de ces taxes qu'on va chercher soit aux entreprises ou carrément dans les 7 provinces canadiennes? C'est quoi les vrais impacts de cette taxe-là? Ils vont nous répondre que ça va juste paraître dans 100 ans parce qu'on va tout être morts. Mais je veux dire, dans le concret, toute cette affaire-là, là, c'est de la bouillie pour les chats, là. Bon, ça, c'est sûr que c'est un sujet là, à vif débat parmi les économistes. Bon. La première affaire, je pense, là, dans le débat actuel, c'est est-ce que ce qu'on a au Québec, c'est une taxe avec la bourse carbone? La réponse, c'est bien évident que c'est oui. Ben oui. S'il y a des coûts qui sont prélevés en amont dans l'économie, ils vous sont refilés, puis éventuellement, vous les payez. Donc, quand le Bloc québécois s'obstine à dire que c'est pas une taxe, ben, il vous ment en pleine face. Puis, un député comme Jean-Denis Garon, qui est professeur d'économie, qui était professeur d'économie, le sait très bien. Donc, il y a beaucoup d'hypocrisie dans ce dossier-là. Maintenant, pour ce qui est d'une taxe carbone, si on prend pour acquis que le Canada va faire une grande différence à l'échelle mondiale, parce qu'on parle d'un problème mondial de changement climatique, donc si le Canada peut vraiment jouer un grand rôle et qu'il doit faire quelque chose, ce qu'il y a de moins nuisible que tu peux faire à l'ensemble de l'économie, c'est une taxe sur le carbone qui est bien conçue, mais pas une taxe carbone qui devient un scheme de redistribution des entreprises vers les particuliers, puis ensuite de dividendes et de toutes sortes de mécanismes comme ça qui sont cachés. Il faut faire un peu comme Mulroney avait fait à l'époque, de se débarrasser d'une taxe manufacturière pour en faire une taxe sur le consommateur. Maintenant, est-ce que... Puis ça, c'est le genre de modèle qui pourrait livrer ce genre de résultats-là, puis qui pourrait éviter toute la réglementation qui est mise à la place pour aller générer des résultats. Là, ça devient une vraie bouillie pour les chats de règlements qui s'additionnent, qui se doublonnent, puis c'est vraiment l'enfer de s'y retrouver. Une taxe carbone, en principe, ça peut être un mécanisme plus simple. À l'heure actuelle, on a le pire des deux mondes. Oui, c'est ça, exact. Ça a été quoi votre point de vue sur
J'ai vu vos tweets, là. Mais c'était quoi le point de vue de l'Institut économique de Montréal sur le dernier budget, qui est quand même assez catastrophique et même un peu épeurant, on va se le dire, là? Celui du gouvernement du Québec? Oui. Écoutez, je suis tombé en bas de ma chaise. On s'attendait à un déficit plus élevé, mais à ce point-là, sérieusement. Moi, j'avais entendu entre les branches 8 milliards, puis je l'ai dit à Radio Pirate, j'ai dit, il y a quelqu'un qui m'a poussé 8 milliards, mais j'ai quasiment peur de vous le dire, j'ai peur de passer pour quelqu'un d'un peu fou. Mais finalement, c'était pas ça. C'était 11 quelque chose. Mais on regarde là, la croissance de la fonction publique à Québec. Surtout quand on regarde ce qui était promis là, dans les engagements électoraux avant les élections, pas les dernières, mais celles d'avant, puis le résultat qu'on voit au final. Pas en plus, le nombre de cadres qui augmente de 14%, c'est même pas du service direct aux citoyens, là. C'est des gens qui brassent du papier puis qui essayent de faire des grandes stratégies, mais ultimement, le service aux citoyens s'augmente pas. Les dépenses du gouvernement du Québec sous François Legault ont augmenté de 48% en 5 ans. 48%. Ça n'a aucun sens. On s'en va directement dans le mur. Est-ce que... c'est une facture à retardement, là, ça. Parce que les gens, ils s'en rendent pas compte. Je ne sens pas de panique tant que ça chez le monde parce que la taxe de vente n'augmente pas de 1%. Ils ne l'ont pas annoncé encore. Ils n'ont pas dit que les impôts allaient augmenter de tel pourcentage. Ils n'ont pas dit qu'ils allaient nous mettre une taxe santé encore. Mais ce qu'on a vu là, c'est parce qu'ils ont eu peur de le faire. Mais la réalité, c'est qu'ils vont devoir le faire. Ben, il y a deux affaires. Oui, les déficits d'aujourd'hui, c'est les nouvelles taxes de demain. Ça, c'est un côté. Puis l'autre côté, ben, c'est qu'il y a un autre levier, hein. Puis c'est les services qui se détériorent. L'accès en santé qui continue d'être pire. Puis à ce rythme-là, si on n'est pas capable de financer le système ou de changer nos façons de faire, ben le service va continuer de se détériorer parce qu'on va de plus en plus rationner l'accès au service. Puis du rationnement, ça veut dire plus d'attente, ça veut dire moins de médecins, ça veut dire un moins bon accès au traitement, ça veut dire une moins bonne qualité de vie pour l'ensemble des Québécois. C'est ça que ça veut dire les déficits d'aujourd'hui. Daniel Dufort, il est le président de l'Institut économique de Montréal. On a parlé de plein de sujets pour Radio Pirate Live, mais ça se poursuit sur Radio Pirate Prime, si vous en voulez plus. On va parler, entre autres, de libéralisme économique. C'est encore à la mode, ça? Il faut que ce soit encore à la mode. On en parle avec Daniel sur le Prime. Allez vous inscrire sur radiopirate.com. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Jeff Fillion. Fresh. 100%. 100% pirate. Hey, justement, on a lancé le week-end. Ben, est-ce que c'est officiellement un genre de... Est-ce que c'est un genre de lab, Mr. White? Est-ce que tu veux que... Bon, oui, pourquoi pas. OK, c'est un lab, on le fait. Le labo de Mr. White. Je sais pas si tu as entendu hier, ben en fait, c'est sorti, je sais pas si c'est sorti hier ou dans les dernières heures, là, l'audio du bateau à Baltimore, l'audio des autorités. Non, j'ai pas entendu, non. Qui ont géré ça, donc les communications entre les différentes autorités du port. C'est pas un Ukrainien qui chauffait le bateau, là. Bon, non, c'est pas un Ukrainien. C'est un gars de la place, là. C'est comme le fleuve Saint-Laurent. Quand tu rentres dans la baie à Baltimore, ce sont des pilotes locaux qui rentrent les bateaux et qui les sortent. Donc, c'est un gars de l'Ukraine. Non. Arrêtez. Fait que là, je sais pas trop. En fait, possiblement qu'il y a des... Je sais pas si c'est la garde côtière, je sais pas trop. Il y a comme des gens qui surveillent en permanence parce que c'est un gros port qu'il y a là. Donc, la circulation des bateaux. Puis là, on entend la discussion quand ils voient qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver, puis on entend qu'est-ce qu'ils se disent entre eux autres. On pourrait l'écouter. Oui. There's a ship approaching has just lost their steering. So until you get that under control, we got to stop all traffic. Yeah, we're all en route to the south side. Dispatch direction. Ian, I'm holding traffic now. I was dragging, but we stopped prior to the bridge, so I'll have all outerly traffic stopped. 10-4, is there a crew work on the bridge right now? 291, but Good. When we stop traffic on their site right now. Yeah, if we can stop traffic, just make sure no one's on the bridge right now. I'm not sure where
There's a crew up there. You might want to notify whoever the foreman is, see if we can get them off the bridge temporarily. 10-4. Once the other unit gets here, I'll ride up on the bridge. I have all interloop traffic stopped at this time. Once you get here, I'll go grab the workers on the key bridge and then stop the outer loop. C-13 dispatch, the whole bridge just fell down. Start is everybody. The whole bridge just collapsed. Simple dispatch is direct. That's correct. This time. Do we know if all traffic was stopped? I can't get to the other side, sir. The bridge is down. Oh. We're going to have to get somebody on the other side of the Anne Arundel County MSP to get up here and stop traffic coming northbound on the T bridge. C-13, I'm holding all traffic northbound. Les voies sont, c'est quoi, altérées pour une raison X? C'est quoi? C'était pour ralentir? C'était quoi la patente? Ah, je sais pas trop, mais ils ont réussi à arrêter le trafic parce que ça aurait pu être pire que ça. Oui, ça aurait pu être pire. Oui, parce que moi, on a vu... Le pilote du bateau, quand il a dit, regarde, éclairer le bateau, là, éclairer le pont, je ne sais pas ce qui va arriver. Mais je parlais de ça à Jerry hier, là, parce que, tu sais, quand ils ont arrêté le trafic, ils ont fait ça en catastrophe, tu comprends qu'il y a eu un carambolage, avant ou après, là. Il y a eu un carambolage, puis imagine le monde qui était dans ce carambolage-là. Ils devaient être les plus heureux du monde de se trouver juste d'un carambolage. Oui. Pendant que c'est arrivé, on disait, tabarnak. Et après, ils ont dit, ouf. Ah oui. Ah oui, regarde. Tout une histoire. C'est ça. Moi, je voulais... Puis, écoute, j'ai écouté mon Paul cette semaine qui en a parlé un peu. Et mon Paul Arcan, il a rassuré tout le monde. Nous autres, il n'y a pas de danger que ça arrive. Bon. OK, on est correct, nous autres. Oui, on est correct. Ça fait qu'on va l'écouter. Ben moi, j'écoute mon Paul. OK. Alors, c'est une tragédie terrible. Hier, on parlait avec des experts, et vous l'avez entendu hier matin, qui disent c'est pas comparable avec la situation des ponts du Saint-Laurent. Les structures sont beaucoup plus solides. Les piliers ont été renforcés quand, par exemple, au pont La Violette, à une certaine époque, on s'interrogeait. Autrement dit, c'est beaucoup plus sécuritaire. Les bateaux sont moins gros sur le Saint-Laurent que ce porte-conteneur en question. Bon, c'est un célébré. Hey, moi, quand il a dit ça, là, moi, je me suis dit, nous autres, on est enfin... on est toujours un peu en avance sur tout le monde. Ouais. On est l'épicentre des meilleurs ponts. Mais c'est drôle parce que quand tu fouilles dans Google, ça dit qu'à peu près tous les ponts au Québec, les viaducs sont en mauvais état. Pas moi qui le dis, là. C'est le ministère des Transports lui-même qui fait ses inspections. Ça tient que la broche pas mal. Le pont La Porte à Québec est sur le bord de tomber. Là. Donc, si Big Paul pense que... non, c'est pas Big Paul. Ça, c'est pas un rapper, Big Paul. Non. Ton Paul. Si ton Paul pense qu'il est safe, là, moi... je vais dire, le pont de Québec, je le prends pas. OK, le vieux pont de Québec, je ne le prends pas parce que j'ai peur. Je le trace pas, zéro. Puis le pont La Porte, ce qu'on me dit, c'est que le pont La Porte, ça se peut qu'il tombe avant le pont de Québec. En fait, on n'aura pas besoin d'un bateau qui le frappe. Puis, écoute, le nouveau pont en passant à Montréal, il fallait qu'ils le bâtissent. Là. Quand ils ont bâti, c'est le pont Jacques-Cartier qu'ils ont fait? Oui, c'était le Le temps. le vieux pont Jacques-Cartier était très, très, très magané. Là. C'était très épeurant. Nous, il n'y a pas de pont, il n'y a pas de danger. Non, c'est correct. Nous, il y a des viaducs qui ont tombé sur des familles. Là. C'est le pont Champlain. C'est le pont Champlain qui change. C'est le pont Champlain. C'est vrai, c'est le pont Champlain, c'est le pont du fédéral. Mais nous autres, on a des viaducs qui sont tombés sur la tête du monde. Là. Oui. Il y a des orphelins en ce moment qui se promènent quelque part à Montréal, qui ont perdu leurs parents dans un viaduc qui s'est écroulé sur leur tête. Là. C'est affreux. Il n'y a pas de danger, nous autres. Il n'y a aucun danger. Il n'y a aucun danger. Les autobus se promènent à Montréal, puis à un moment donné, boum, ils pognent un trou, puis le cul manque de rentrer dans le fond du métro, mais il n'y a pas de danger. Il y a 0 danger. Nous autres, tout est parfait. Là. Les toits, les plafonds des écoles tombent sur la tête des enfants, mais nous autres, tout est parfait. C'est moi qui invente, là? Ah non. Il y a des coquerelles dans la préparation de la bouffe des personnes âgées dans un méga CHSLD à Montréal. Ah ouais. Mais le gars du CHSLD qui a une petite face de fonctionnaire,
Il dit, non, mais tout est sous contrôle. Oh oui, mais ça fait 22 fois que l'exterminateur y va, il n'est pas capable de s'en débarrasser. Non, mais tout est sous contrôle. Il n'y a pas de danger, on s'assure que ça ne rentre pas dans la bouffe. Bon, non, mais l'avenir, c'est qu'on va les manger, les coquerelles. Oui, c'est ça, là. C'est ça. C'est green. On se pratique pour ça. OK, des protéines. Ben oui, c'est green. Paul est extraordinaire. Un de nos personnages préférés sur TikTok, c'est Acid Blais. Hein? Ah, Acid, we love Acid. Et là, dans les dernières... Blue Ribbon Acid Blais. Blue Ribbon. Oui, Blue Ribbon. Oui. Dans les derniers jours, il a expliqué comme de quoi il y avait un malaise avec le mot irrégulier. Un peu comme dans les immigrants irréguliers. Tu sais. Il dit maintenant, on utilise beaucoup l'affaire irrégulier. Puis là, au lieu de dire illégaux. Ouais, lui, il dit on utilise ça parce que c'est plus cute puis tout ça. Fait que là, il a décidé de faire un post là-dessus sur TikTok, puis on l'écoute. Et j'entends ça souvent de ce temps-ci aux nouvelles à cause de la situation au Texas, entre les lignes, puis au chemin Roxham, puis des immigrants, avant on disait les immigrants illégaux, tu sais, puis là, quand ils parlent à cette heure aux nouvelles de ça, ils disent des immigrants irréguliers. On peut plus dire des immigrants illégaux. Puis je suis comme... Tu sais, whatever la situation, pour la raison pourquoi que là, ce monde-là traversing, c'est pas ça le point. Mais on dirait qu'on essaie tout de sugar-coater toutes les affaires. On peut-tu appeler un chat? Tu sais, si c'est illégal, c'est illégal, tu sais, je veux dire, Chris. C'est comme si je disais, moi, hier, j'étais allé au restaurant, à la place de payer, je suis parti de façon irrégulière, juste crisser mon camp. J'étais allé à la banque l'autre jour, à la place de retirer de l'argent au guichet, j'étais arrivé avec un fusil, puis j'ai demandé à la caissière si j'aimerais ça retirer de l'argent de façon irrégulière. L'autre jour, j'étais au centre d'achat, puis je commence à fumer des tops, tu sais, en dedans, puis la sécurité, elle vient voir, puis je dis, monsieur, je respire de façon irrégulière. Allô? L'autre jour, aux nouvelles, le monsieur, il arrive, puis il a donné 36 coups de couteau d'en face à sa femme, puis il a arrêté de vivre de façon irrégulière, je comprends pas. L'autre jour, j'étais en charge Sherbrooke, j'ai décidé de pas faire une calice de lumière rouge, parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de rouler de façon irrégulière. C'est tout. Voilà, exact. C'est carrément ça. Tiens-toi, vive Acid, j'adore. J'adore Acid. Est-ce que je rêve mes bananes, Roxane la banane, de manger de la merde un peu dans les dernières semaines? Oui. Elle a été abandonnée par certains, je comprends. Ouais, parce qu'elle a reçu un invité. C'était-tu Martin Petit, ça se peut-tu? Oui, puis elle a dit, écoute, moi, la liberté, elle dit, je veux pas de side, j'ai pas de côté. Elle dit, moi, je veux faire parler tout le monde. Puis, mais il faut comprendre, puis, regarde, je comprends ce qu'elle dit, là, je suis d'accord avec elle. Sauf que il faut comprendre que la COVID a marqué beaucoup de monde, OK? Puis, tous ceux qui se sont comportés en sauvage pendant la COVID, ça ne peut pas disparaître de même, OK? Donc, quand vous avez des gens, il y a des audios qui traînent, des vidéos qui traînent, de comment ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont dit. Tu sais, t'as bien beau essayer de laisser le temps aller, ça ne fait pas assez de temps encore. Donc, il y a du monde qui en ont gros sur le cœur, des gens qui ont traités comme de la barbe pendant la COVID. Et savez-vous quoi? Je pense qu'ils ont pas mal raison. Donc, mais je comprends le point. Son point à elle, c'est... Mais c'est ça. C'est la rançon de la gloire. La rançon de la gloire, c'est que, à un moment donné, je sais, écoute, ça fait 25 ans que je fais ça. Là. Donc, c'est le genre de patente qui arrive. Les gens t'aiment. À un moment donné, ils t'aiment parce que tu fais plein d'affaires que les gens aiment. Puis à un moment donné, tu fais une affaire que les gens n'aiment pas. Puis des gens vont te laisser tomber à cause de ça. That's the way it is. That's the way it is. Y a pas, ça changera pas, ça. Ça changera pas. Mais tu sais, moi... Il y a bien des gens que je ne serais pas capable d'avoir en entrevue. Je suis ouvert à voir quasiment tout le monde en entrevue, quasiment 99% des gens, mais tous ceux qui se sont portés en chien sale pendant la COVID, c'est non. Je dis ça comme ça. Bon, pour finir, qu'est-ce qu'on a, Mr. White? Je vais te laisser lire le titre du prochain audio. Les gros seins de Pénélope. Qui est Pénélope? Pénélope McQuaid. Mais j'ai pas l'impression que Pénélope McQuaid a des gros seins. Je me suis trompé justement dans le titre. C'était plus les petits seins de Pénélope. Et dans cet audio-là, elle remercie ses petits seins. Est-ce que tu te rappelles quand Pénélope avait eu son accident? Oui, pas de ceinture de sécurité sur la 20 quand elle faisait Salut, bonjour, week-end. Ouais. Est-ce que je me trompe ou que pourquoi qu'elle n'avait pas de ceinture à ce moment-là? C'est qu'elle s'était détachée pour aller chercher son iPod en arrière. J'ai-tu inventé ça? Ou... je sais pas, mais je suis pas sûr que c'est quelqu'un qui mettait sa ceinture point. Elle dit qu'elle a détaché, mais... Oui, elle allait chercher son téléphone ou quelque chose en arrière. Il me semble que c'est une affaire de main. T'en rappelles-tu, Jerry? Non? Très bien. Je me rappelle d'accident, mais pas la cause. Ouais. Mais de toute façon, dans un podcast récent, elle a expliqué que ses petits seins lui avaient sauvé la vie. Ah ouais? On écoute. Yes. Moi, les seins, j'ai eu un complexe longtemps. Je suis allée voir une chirurgienne plastique pour me faire une augmentation mammaire. Fait que là, j'étais comme, je vais y penser. 3 semaines après, je prends ma voiture pour quitter le studio TVA à Québec pour m'en venir à Montréal.
C'est une magnifique journée de mai. J'ouvre mon toit ouvrant, mais à moitié, parce qu'à Québec, il fait quand même encore moins 20 au mois de mai, mais je loue un peu. La route est super belle. Et là, je perds la maîtrise de mon véhicule et je suis éjectée par le toit ouvrant qui est ouvert comme ça. Si j'avais eu des gros seins, je serais morte dans la voiture. Je serais pas sortie. Puis la voiture, elle a fait 3 tonneaux. Je suis sortie entre 2 tonneaux. T'as été éjectée par le plafond? Oui. Si j'avais eu des seins, j'aurais pas passé, puis je serais morte. Fait que mon envie d'avoir des gros seins, là, des plus gros seins, elle est terminée. Là, mes petits seins m'ont sauvé la vie. T'as raison qu'au mois de mai, il fait moins 20 à Québec. Ouais. À Québec. Le vent du fleuve au mois de mai à Québec, c'est un killer win. Là. Ouf. Fait que c'est ça, elle a été sauvée. Tu t'en vas à Trois-Rivières, il fait 20 degrés, tu arrives à Québec, il fait 11. Oui, c'est vrai, le mois de mai, c'est spécial. L'enfer. Voilà. Victo, pareil. Tu t'en vas à Victo, il fait 20-21, tu arrives à Québec. Tu t'en vas à Sainte-Marie-de-Beauce, il fait 21. Il fait 11 à Québec, c'est débile. Ouais, mais je pense que je pense qu'elle est pas mal juste lucky, t'as toujours envie. Oui, je sais bien. Mais elle voit ça de même. Elle dit, si je m'étais fait grossir les seins, ben j'aurais pas pu sortir. J'aurais été pogné là. Puis le tonneau, ben là, malgré qu'elle a sorti entre le 2e et le 3e tonneau. C'est incroyable. Elle est survivante. Elle, c'est un peu comme ma blonde, là. T'sais, ma blonde, c'est un peu ça aussi. Là. Ma blonde, c'est la vie qu'elle vit, c'est un bonus. En principe, elle souhaite être morte. Ouais. Elle était plus mécanique qu'elle. Elle n'a pas eu de séquelles tellement. Ma blonde, elle a été opérée 12-13 fois, visage rebâti au complet, etc. Donc, oui, il y en a qui ont. Puis, après ça, tu vois pas la vie de la même manière parce que c'est bonus par-dessus bonus. C'est bonus, mais par contre, tu demeures avec une peur de l'auto à jamais, là, j'imagine. Ouais, regarde, ça, je peux t'en parler. Non, ouais. Ma blonde, c'est pas. Ma blonde, faire de la route, c'est pas quelque chose qu'elle aime vraiment, vraiment, vraiment. Est-ce qu'on est prêt pour l'aubergiste, hein, Mr. Blanco? Oui. Oui. OK, parfait. On part l'aubergiste. L'aubergiste, c'est le week-end. Yes. Oui, j'ai soif. L'aubergiste lance la fin de semaine avec quelle sorte de patente? Mais juste avant, j'ai un nom. C'est Caroline Dion. C'est Caroline qui gagne la carte de 50 $ du Cosmos. Donc, c'est un beau... On s'est entendu que 50 $ au Cosmos... aujourd'hui, on est content. Aujourd'hui, ça... avoir un petit 50 pour le restaurant, ça fait la différence entre pas être en crise quand tu reçois la facture, puis surtout s'ils vont pendant... la promotion du dimanche au jeudi pour les 50-50. D'ailleurs, si vous voulez vous inscrire, info à Radio Pirate, une fois par semaine, on donne une carte du Cosmos. C'est ça. Vous donnez une des choses dans le menu. Il y a 50% du menu qui sont à 50% du prix du dimanche au jeudi entre 4h et 6h. Puis si vous donnez, cette semaine, j'ai dit la salade Ming parce que Mr. White était allé. Donc, mais si vous avez quelque chose d'autre dans le menu que vous voulez mettre, pour montrer que vous connaissez bien le Cosmos, faites-le. Info à radiopirate.com pour vous inscrire. Et Caroline, elle, c'est le Général Tao. Exactement, Général Tao, voilà. Là, on s'en va en Italie. On s'en va en Italie. C'est un classique italien. Tu sais que je suis pas un grand... je bois pas beaucoup de vin. Si je bois du vin 3 fois par année, vu que j'en bois pas souvent, ce que je vais me faire plaisir comme vin rouge, ce sera un vin... italien. Merci. Toi, oui, t'es un... Ça a toujours été comme ça. T'as un penchant pour le vin italien en général, mais il y a plusieurs types de vins italiens, mais le classique des classiques, c'est là qu'on s'en va dans le vrai classique. Le classique, c'est le Chianti ou c'est quoi? C'est le Chianti. C'est le Chianti. Hein. Bien sûr. Chianti, les très, très beaux Chianti Classico. Puis tu as le Chianti, puis tu as le Chianti Classico. Donc, c'est les meilleures parcelles de terrain. Hein, c'est même, il faut voir ça. Donc, la ville de Siena, qui est une ville tout à fait... le look de Sienne. Googlez Siena, vous allez voir, le look est tout à fait particulier. C'est des bâtiments en briques du Moyen-Âge. Là. C'est complètement capoté. Le style de cette ville-là est fantastique, est au cœur de la Toscane, hein, c'est Sienne. Et là, juste à peu près à 20 km de Sienne, au nord, il y a la maison Mazzei, M-A-Z-Z-E-I, Mazzei, qui est une maison très, très reconnue. Écoute, quand tu dis que cette maison-là de vin existe depuis 1430...
a été fondée en l'an 1435. Pensez à ça un peu, là. Tu sais que quand tu vas en Europe, il y a comme un côté espace-temps qui est toujours impressionnant. La ville de Québec, on l'a fêté notre 400e, on est rendu à 410 ans. Mais les autres, ils ont des 400 ans, ils en ont pas mal. C'est toujours impressionnant quand tu vas en Europe, quand tu visites ces villes-là, comme Siena, qui est fantastique. Donc, juste là, à 20 km, c'est pas loin. Tu peux quasiment y aller en bicycle. Ça veut dire c'est à côté. Et eux autres, Mazei, ils font... on t'entend-tu qu'ils font des vins toscans? On va le dire comme ça. Ils font du haut de gamme dans les vins toscans. À la SAQ, ici, ils ont le fameux Mazei... je pense qu'il l'appelle le Concuto. Donc, c'est un montage de Sangiovese, de Cabernet Sauvignon. C'est une quille à 105$, je pense. Donc, ils font du haut de gamme. Tu as le Mazei Castello. Lui, c'est un montage de Sangiovese et de Malvasia, un autre cépage un peu particulier de l'Italie. C'est des quilles à 60$, 100$. Ils font du haut de gamme. Mais aussi, l'affaire, c'est que, on s'entend-tu qu'on n'a pas tout ce budget-là, mais Mazei font un Chianti Classico qui est excellent. Moi, ça fait plusieurs fois. La première fois, j'en ai acheté une bouteille. Après ça, j'en ai racheté 3 bouteilles. Donc, j'en ai un peu de côté. Puis, c'est un Chianti que, tu sais, on ne peut pas se tromper. On peut pas se tromper. Oui, tu as du Chianti, tu peux en avoir à 14-15$ la bouteille. Lui, il coûte 25$. Okay? Ça vaut 25$, mais il vaut 25$. C'est ça l'histoire, là. Donc, moi, je le trouve excellent. Il vient des vignes, c'est des vignes qui ont entre 16 et 36 ans quand même. Il a fait 12 mois de fût. Donc, il y a un petit boisé, mais qui est pas agaçant, si je peux dire. Le Chianti est reconnu, les Chianti sont reconnus comme, il y a un côté très petit fruit du Chianti, là, des petits fruits là, un peu croquants. Là. Mais lui, là, on est vraiment... Lui, il n'y a pas de fraises. C'est vraiment framboise. Très, très framboisé comme Chianti. Un peu d'épices douces. C'est un vin sec. Oui, on le sait, les Chianti. Mais c'est un typique Chianti. Mais moi, j'aime beaucoup le côté framboisé, justement. La première gorgée, vin très sec, Chianti. Puis quand tu manges, c'est ta deuxième gorgée, troisième gorgée, puis tu es en train de manger de la pizza, tu es en train de manger des pasta, t'es en train de... On s'entend-tu? On est là-dedans. Regarde, justement, on est dans le temps de Pâques, là. Tu sais, jambon, c'est parfait, mais c'est pas le jambon glazé sucré. Plus un jambon style fumé un peu, là, tu sais. Mais tu sors avec Chianti, ça, tu vas triper bien raide, là. C'est tout à fait extraordinaire. Tu sais, la base du Chianti, c'est le Sangiovese. Du Sangiovese, c'est particulier. Parce que le Sangiovese, il y a deux... tu as deux options. Pour les vignerons, quand tu travailles le Sangiovese, il y a 2 options. La première option, c'est faire du vin de masse, donc un rendement élevé, parce qu'il peut te donner, le Sangiovese, il peut te donner justement un rendement très, très élevé. Donc, tu as une qualité correcte. Donc, c'est pour ça que tu vas en Italie, c'est des fameuses bouteilles à 2 €, 3 €, là, c'est le Chianti régulier, le Sangiovese parfait. Tu peux faire du vin de masse. Mais aussi, tu peux t'orienter sur du vin de qualité. Donc, l'affaire, c'est qu'il y a moins de grappes par pied de vigne. C'est là le Chianti qui prend 2-3 marges de plus. Mais lui, justement, lui de Mazei, le Chianti Classico, il y a une marge de plus. Quand on le boit, là, on dit « OK, wow, je viens de comprendre. » Puis je me répète, le côté framboise. Et je suis allé sur le site du producteur directement. C'est drôle parce que si, mettons, je suis en Italie présentement, là, je veux en acheter, il n'y en a pas. Ils ont tout vendu. Ils ont fait quoi? 24 000 caisses de ce vin-là. Le Mazei Chianti Classico 2021. Il n'y en a plus d'autres sur place là-bas. C'est drôle parce qu'ici, c'est ce qu'on a. 24 000 caisses, quand même une bonne production, mais par rapport au monde entier, c'est pas une grosse production quand même. Là. Et ça veut dire les critiques. J'ai fouillé un peu, puis j'ai trouvé une critique sur ce vin-là. C'est sur winescritics.com.
Je vais de temps en temps, mais je veux dire, je ne vais pas assez souvent. Je devrais y aller plus souvent. Et j'ai trouvé, pour ce vin-là, le 2021, j'ai trouvé une cote de 92 points. Les autres, ils l'ont coté 92 points pour ce Chianti Classico-là, qui est excellent. Une excellente cote, 92 points, vraiment. Donc, je répète le nom. C'est Masei. Sur la bouteille, il est marqué Fonte Rutoli. Chianti Classico de la maison Masei. 25 $. Ouais, 1,9 g de sucre au litre. 13,5 la SEQ, ils ont une erreur sur leur site. Ils disent 12,5 % d'alcool. C'est 13,5 % d'alcool. Petite erreur, c'est pas grave. Pizza, pasta, musica, vous allez adorer ce Chianti Classico. Ça lance officiellement le week-end, mon ami. Puis ça lance... je partais pour dire Jerry Pids, mais c'est pas Jerry Pids. Ça, c'est parfait pour la fin de semaine de Pâques. Justement, jambon, petite soirée, le fun. Regarde, on s'amuse, on a un bon vin. C'est quand qu'on peut manger de la viande, là? À partir de quand? Ben, pas de viande, c'est le vendredi saint. OK. Good Friday. Oui, vendredi saint, c'est pas de viande. Mais, mais le poisson, ça compte-tu? Oui. Ben oui, le poisson, tu peux manger du poisson. Tu peux manger du poisson. Oui, mais c'est toujours un petit peu comique, cette histoire-là. Parce qu'on avait des clients au restaurant à l'époque. OK. Ils venaient manger une pizza aux fruits de mer. Ah! Parce qu'ils disaient qu'on ne mange pas de viande le vendredi, on mange une pizza aux fruits de mer. Faisais-tu un petit extra bacon dessus? Le gars, il mange 2 livres de pétanque, là. Il ne se prive pas bien. L'idée de ne pas manger de viande, c'est de se priver. De se priver. Mais lui, il n'y avait aucune privation. Là. Ouais. Les pétanques, c'est plus cher que le steak. Là. Oui, il y avait zéro privation là-dedans. Il ne se prive pas. Là. Il y en a qui faisaient ça un peu de manière hypocrite. Thank you, c'est lancé, c'est fait. Le week-end de Pâques est lancé. Donc, congé demain pour plusieurs si vous travaillez pour les gouvernements. Les villes, vous êtes en vacances 4 jours. Les autres qui travaillent pour vrai, c'est 3 jours. Là-dessus, passez un bon week-end. Merci à l'aubergiste. Mon nom est Jeff Fillion. Pour le live, c'est terminé. Pour le Prime, je pense qu'on a encore quelques affaires pour le Prime. Ouais. Oui, on a encore quelques affaires. Donc, allez vous abonner sur radiopirate.com pour avoir plus de Radio Pirate. Tiens-toi et... Worldwide. Radiopirate.com. Next.